Et bonsoir à tous. Salut tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, chers amis, ravi de vous recevoir pour cette nouvelle émission, ce premier épisode où nous sommes en roue libre ce soir. Donc, je suis ravi de vous accueillir avec mes camarades Frédéric et Jean-Christophe. Alors, bonsoir à vous deux. Merci d'être là. Salut. Alors, Jean-Christophe, on va apprendre à te connaître ce soir puisque tu n'étais pas prévu au programme, pour être honnête. Mais tu remplaces au pied levé la camarade Stéphanie Reynaud qui, je dois le dire, nous a lâchement abandonné ce soir. Il nous a fait faux bon. qui aime bien châtie bien, comme on dit. Alors, Stéphanie est bien sûr toute excusée puisqu'elle m'a prévenu que ce soir, déjà, à cette heure-ci, depuis une demi-heure, elle est en direct sur Géopolitique Profonde avec le camarade Mike Borowski. Et l'invité principal étant l'auteur d'un livre sur le fonds Marianne. Donc forcément, elle est toute excusée. Mais ce soir, à sa place, Jean-Christophe, tu vas prendre la relève. Et bonsoir à tout le chat. Merci d'être là à nouveau, fidèle au poste, puisque c'est la dernière émission de la semaine. Cette semaine, c'était plus léger, puisque les prochaines semaines vont être beaucoup plus chargées en matière d'émissions. Et donc, ce soir, donc, vous êtes déjà plus de 110. Donc, comme d'habitude, merci de mettre un pouce, de partager, de vous abonner à la chaîne. Alors, pourquoi ce concept d'émission en roue libre ? Déjà parce que je dois rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire Alerte Générale, que vous connaissez peut-être pour les modernos, Brejnev ou Bonernos. Alexis Poulain, Nicolas Vidal et Rémi de Juste Milieu ont l'habitude de faire de temps en temps Alerte Générale. Et je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas faire ça aussi de notre côté ? Alors, quand je dis de notre côté, ce n'est pas qu'on est adversaire, ennemi ou quoi que ce soit, mais j'avais envie d'essayer le concept à notre humble niveau. Et au départ, j'ai proposé à Frédéric et à Stéphanie. Et puis finalement, c'est avec Jean-Christophe ce soir qui va nous expliquer qui il est aussi, puisque je le découvre un peu en même temps que vous. Et donc, voilà, soyez magnanimes pour cette première, puisque personnellement, je n'ai pas le talent de mes camarades. Donc, on va essayer de déconner ensemble, de parler vrai comme d'habitude, et puis de se laisser un petit peu aller, sachant qu'on va parler bien sûr actualité politique, internationale, etc. Et puis, je garde ce rituel des ouvrages qui sont derrière moi. Alors, j'en ai sorti un certain nombre puisqu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Donc, cette émission, finalement, vient à point nommé. De votre gauche à votre droite, bilan noir, l'Union européenne contre la France de Jean-Louis Zambert. À côté de Claire Sévrac, bien sûr, la guerre secrète contre les peuples. La mafia d'État de Vincent Jauvert. À côté du livre que je présenterai mardi prochain avec Philippe Loncard-Dassac, Charles de Gaulle, de la légende à la réalité, puisque tout le monde se revendique gaulliste en ce moment. Et bien justement, on va faire une forme de contre-histoire du général de Gaulle mardi 18 juin, justement, 2024. Ensuite, excellent livre dont j'ai parlé hier soir avec Jimmy Léveilleur, Le conflit israélo-palestinien de Youssef Indy. Donc je salue Youssef. Laurent Oberton, La France interdite. Corruption et fraude depuis la crise Covid, puisqu'on est en train de nous reparler d'injections pour la grippe H5N1, donc nouvelle pandémie ou pandémie à venir. Les Voraces de Vincent Jauvert, Les élites et l'argent sous Macron. Et puis, bien sûr, mon camarade Jean-Michel Jacques Marat-Festin. J'ai pris son premier tome parce qu'il a été préfacé par Nicolas Dupont-Aignan. Et il y avait aussi par Martine Bonheur, mais il y avait aussi Nicolas Dupont-Aignan qui est dessus et qui est en pleine alliance en ce moment avec notamment le Rassemblement national pour les législatives anticipées. Alors, avant de parler de tout ça, je voudrais déclarer mes conflits d'intérêts, une fois n'est pas coutume. Donc, je rappelle que je n'ai aucun conflit d'intérêts, que je n'appartiens à aucune association, à aucun syndicat, à aucun mouvement politique. Je ne suis pas candidat aux législatives anticipées, je préfère préciser, sachant que déjà, je suis dans aucun parti, donc ça risque pas. Ensuite, je ne suis pas franc-maçon. Et je ne suis pas suicidaire non plus et je n'ai pas de casier judiciaire. Mon casier judiciaire est vierge. Donc Frédéric et Jean-Christophe, je vous laisse vous présenter à votre tour. Jean-Christophe, vas-y, commence si tu veux. Ok. Nicolas, tu pourrais peut-être te pencher sur La mafia médicale de Guylaine Langto, qui a été une précurseuse. Oui. Guylaine Langto, La mafia médicale, sacré bouquin aussi, qui aurait sa place à côté des autres. Nicolas, je tiens d'abord à te remercier pour ton courage, parce que tu ne sais pas qui je suis. Et tu as décidé de rien annuler, de continuer, donc ça c'est courageux. Te dire aussi que j'apprécie énormément ton travail et j'apprécie énormément ton côté vieille France. Alors
Ben oui. Démasqué, Nico. Non, mais c'est Non, mais pas du tout j'assume. c'est pas du tout péjoratif, c'est plus un compliment qu'autre chose. Parce que ça manque aujourd'hui dans le paysage audiovisuel, des gens qui ont une tenue, qui ont un respect, qui savent parler et voilà, et qui sont intelligents. Bref, le mec, il Je fait un revire, boulot, je revire. il Je tire plus les rouge pompes. que le bouquin. Je confirme Non, tes mais, propos, Jean-Christophe. non, mais c'est sincère. Merci. Voilà. Merci. Continue, ne change pas, enfin, évolue, mais garde cette ligne directrice qui est en toi. Et je suis sûr que comme tu es quelqu'un de sincère, je suis sûr que tu resteras tel que tu es jusqu'à la fin. Donc ça, c'est bien. Merci. Alors, qui je suis je n'ai aucun conflit d'intérêt, j'ai toujours été libre. Ça m'a coûté beaucoup d'amitié, ça m'a coûté beaucoup de solitude. Je crois que maintenant, en vieillissant, la solitude est un trésor. Parce que je suis dragon chez les Chinois et le dragon a été créé par Bouddha pour cracher la vérité ou la crier. Et c'est vrai que ça me poursuit et en fait, voilà. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne suis pas franc-maçon, je n'ai jamais été approché. Je ne pense pas avoir de casier judiciaire, même si j'ai posé des actes de rébellion plusieurs fois dans ma vie. J'ai fait quelquefois c'est quand on passe la nuit au trou, quoi. Mais jamais avec violence, toujours pour des combats nobles, que je jugeais nobles en tout cas. Pourquoi j'ai commencé à rentrer un peu dans le complotisme à l'époque, c'était il y a 40 ans, c'était pas du complotisme, c'était juste, c'est que ma maman est morte d'un cancer généralisé, et en fait un jour je vais la voir à l'hôpital, il lui restait quelques jours à vivre, et elle me dit, écoute, il me donne des cachets pour dormir la nuit, et en douce, il me réveille la nuit pour me donner des trucs, ils veulent pas me dire ce que c'est. Et là, je suis devenu fou, là, hein. Donc je l'ai sorti Manu Militari de l'hôpital, et en fait, ça a déclenché en moi cette espèce de rébellion qui était là depuis tout petit, parce qu'à 17 ans, j'ai eu une histoire d'amour phénoménale qui m'a cassé le cœur en deux, et ça m'a rendu rebelle, je ne sais pas pourquoi. Le truc de ma maman derrière, après, je suis tombé sur Guylaine Lanctot, c'est pour ça que je t'en parlais, et puis d'autres personnes, ma grande sœur aussi est très branchée là-dessus. Et puis voilà, ma vie a été faite de ces choses-là, de cette quête de vérité. Et j'en suis là aujourd'hui. Il y a 7 ans, j'ai créé Agora Place au Peuple, ma première chaîne. C'était justement, mes premières émissions étaient avec Philippe de Ruder et Étienne Chouard. Et à l'époque, je sentais qu'il fallait donner la parole au peuple, et c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai été vachement striké sur Agora, donc j'ai créé Radio Réveil, et puis j'ai créé une radio aussi. Et puis voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ce que je faisais, comme toi, comme d'autres, et j'agis autrement. Je fais de temps en temps encore des émissions, mais voilà, tranquillou. Et je suis magnétiseur, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et chanteur aussi, auteur, compositeur. Oui, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Non, aucun problème. On est là pour prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Surtout qu'on ne te connaît pas sur la chaîne en tant qu'intervenant. Et donc, c'était important. Alors, j'ai reçu ton CV, entre guillemets, par Stéphanie qui m'a prévenu. Et c'est vrai qu'entre ancien acteur, artiste, magnétiseur, j'allais presque dire que tu es un homme orchestre. Tu as pas mal de cordes à ton arc. Et ça me plaît. Aussi. Et ça plaît aux gens. Clown aussi, voilà. Justement, on a besoin d'un clown ce soir, entre autres pour rigoler de ce qui se passe en ce moment, malgré cette dramaturgie politique. Sur Twitter, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de reposter un oracle de Confucius, et je le reciterai tout à l'heure, parce qu'il est tout à fait d'actualité. Mais, cher Frédéric, même si la plupart des abonnés te connaissent, j'aimerais que tu te représentes avec tes conflits d'intérêts et ton allégeance aux loges maçonniques, comme tout le monde le sait. Moi, ma seule allégeance, c'est au Christ. Hein. Tu le sais, c'est marqué dans mon nom, d'ailleurs, chrétien. Écoute, je suis né avec et je l'assume. Oui, la plupart me connaissent. Bon, après, il y a peut-être des nouvelles personnes. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vus, d'ailleurs, ensemble. On n'avait pas fait une petite émission. C'est marrant parce qu'avec Jean-Christophe, on a un parcours sur certaines lignes qui se ressemblent. Dans le côté auteur-compositeur, artiste, chanteur, comédien. Bon, moi, je suis pas clown, mais j'ai travaillé dans le cirque, plus cirque équestre et spectacle vivant. Guillaume le Conquérant, Bénure avec Robert Hossein, enfin tout ça.
J'ai eu un parcours dans le milieu du show business comme producteur, éditeur, producteur de spectacles, de musique, etc., de programmes audiovisuels aussi, création de W9, enfin, j'ai travaillé à Canal+, comme JRI, journaliste, reporter, intervieweur. J'ai monté ma boîte de prod ensuite, que j'ai mis en sommeil, puisque à l'époque, je me suis intéressé, quand je voyais ce monde-là, je me suis dit, bon, pour changer les choses, il faut qu'on s'occupe des gamins, des enfants. Donc, j'ai monté une asso que ma mère avait montée auparavant, mais dont elle se servait plus, qui s'appelait EEA, Exister Ensemble Autrement, et dont le but était de promouvoir et de mettre en avant les droits de l'enfant, droits et devoirs de l'enfant et de la famille. Donc, je me suis embarqué avec le carnet d'adresses que je m'étais fait dans le show business, entre guillemets, entre acteurs, politiques, tout le monde, c'est un tout petit milieu. Je m'étais dit autant que ça me serve pour des projets humanitaires. J'avais rencontré l'abbé Pierre plusieurs fois, Daniel Mitterrand, etc., qui sont devenus mes parrains et marraines. Et j'ai voulu monter tout un programme qui est un programme politique, notamment sur les droits de l'enfant, basé sur la culture, le sport. Je croyais encore aux droits de l'homme, etc., à cette époque-là. Et puis, j'ai voulu regrouper tout un tas d'associations avec l'abbé Pierre, du coup, comme parrain, et Daniel Mitterrand comme marraine. Je me suis retrouvé face à un mur à un moment donné, puisque tout le monde attendait ces subventions de la Fondation de France. Et je me suis rendu compte que derrière tout ça, c'était du cinéma, en fait. Les droits de l'enfant servaient à amener des droits sexuels et à ce que les enfants deviennent pupilles de l'État et les séparer de l'enceinte familiale, comme on avait voulu, en fait, séparer l'homme et la femme avec les droits, avec tout ce cinéma républicain, quoi, quelque part. Et c'est là où j'en suis revenu, moi, mon histoire familiale, Falaise, la Normandie, Guillaume le Conquérant, l'histoire de France, les rois de France, etc. C'était le côté catholique que j'avais quitté très jeune après mes communions, parce qu'il y avait des choses qui... Et étudier la vie, la théologie, le bouddhisme, toutes les religions, l'histoire, enfin, voilà, quelqu'un de curieux, quoi. Et pour en arriver aussi, alors je suis pas magnétiseur, même si mon père soignait le feu et moi j'ai soigné aussi avec les mains, même par le toucher, le massage, etc. Et j'ai fait plus ensuite des études et des formations, j'ai passé un diplôme de thérapeute transgénérationnel notamment, où on travaille sur tout ce qui se passe au niveau de la fratrie, de la famille, tout ce qu'on se fait passer génétiquement dans l'histoire familiale, pourquoi on s'incarne dans une famille et pas dans une autre, enfin voilà. Donc ça amène aussi à un tas d'aspects aussi bien philosophiques que même astrophysique des fois en termes d'intérêt. Voilà. Donc, vision assez large, globale et plusieurs vies en une quelque part. C'est ça qui me plaît aussi chez vous. Alors, je vous remercie et on n'est pas là pour faire de la flagornerie, je le précise, parce que on n'est pas là pour se dire ah, je t'adore toi, etc. Bon, même si je sais que c'était sincère, Jean-Christophe et Fred, hein, Ah, oui. mais je voudrais remercier aussi le public. Et je vais clôturer les remerciements dans 2 minutes parce que je vais parler de la soirée de géopolitique profonde auquel j'étais invité donc il y a quelques jours et j'ai eu le grand plaisir d'y aller lundi soir. Donc je suis remonté exprès à Paris en express. Alors j'avais promis de ne pas y retourner à cause des Jeux Olympiques, de la circulation, etc. Et je l'ai fait par amitié aussi, par partenariat professionnel avec Géopolitique Profonde, puisqu'ils m'ont donné la parole dès le début de l'année, notamment quand j'étais avec Valérie Bugot et Pierre Jovanovic. J'ai croisé d'ailleurs Pierre Jovanovic dans la soirée, Richard Boutry, Pierre Hillard, Claude Janvier. J'ai eu le plaisir aussi et l'émotion de voir notamment les 2 des survivantes. D'ailleurs, j'ai croisé Pierre Barnarias aussi, mais il y avait notamment Dalila, Maria, et puis j'ai croisé Inda. Donc, avec toutes les 3, je ferai une émission le 31 juillet, spécialement sur leur parcours et ce qu'elles ont vécu. Mais je voudrais surtout faire une mention spéciale aux abonnés que j'ai rencontrés. Je ne pensais pas, honnêtement, rencontrer autant d'abonnés dans cette soirée-là. J'ai dû en rencontrer une bonne cinquantaine. On était plus de 600 à la soirée. Il faut imaginer ce que ça représente en plein Paris dans le 15e. Un lundi soir avec une brasserie. J'ai dit la prochaine fois prenez le Stade de France parce qu'on se marchait dessus tellement il y avait de monde et je faisais quasiment pas un seul pas sans que des gens me reconnaissent, etc. Alors je ne dis pas ça par vanité aucune, mais je me baladais comme n'importe quel individu lambda et il y a des gens qui me souriaient, alors je ne savais pas pourquoi, et me disaient bravo pour vos émissions, on adore ce que vous faites, etc. Et peut-être que dans le public
justement, certains abonnés que j'ai vus lundi soir sont là, donc je les salue et je les remercie de tout cœur pour leur fidélité et leur soutien, parce que sans eux, il n'y aurait pas ces émissions. Sachant qu'il y a encore 18 mois, il y avait 500 et quelques abonnés sur cette chaîne. Maintenant, on approche des 21 000. Donc, c'est une belle réussite et c'est un travail collectif. Voilà. Et donc, je voulais remercier toute l'équipe de Géopolitique Profonde, que ce soit Mike, que ce soit Raphaël, que ce soit Franck, et puis tous ceux qui ont permis aussi le succès de Géopolitique Profonde, qui, quoi qu'on en dise, a eu le courage aussi d'inviter des gens anticonformistes qui dérangent, qui sont parfois controversés, pour justement donner la contradiction et les laisser aussi s'exprimer. Parfois, on me reproche d'inviter telle ou telle personne. Je sais que Jim Léveilleur, hier soir, a suscité de la controverse. C'est un choix. Je rappelle que c'est aussi ma chaîne YouTube. Donc, théoriquement, je suis en droit de faire ce que je veux sans avoir de pression aucune. Je ne pense pas que BFM ou CNews se préoccupent de ce que pensent les gens du choix des invités, alors qu'ils invitent toujours souvent les mêmes. Donc, à ce moment-là, si les gens ne sont pas contents, qu'ils écrivent aussi aux médias mainstream pour dire ils ne sont pas contents, ou alors boycottez-les ou arrêtez-les. Je n'oblige personne à regarder les émissions. On est des dizaines de médias alternatifs et de journalistes indépendants. Si une émission ne vous plaît pas, vous êtes libre de ne pas la regarder, tout simplement. Mais ça ne sert à rien de commenter en disant « ouais, c'est nul » ou alors vous rapportez tout à vous. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup de moi dans les émissions parce que je discute avec les invités et on a parfois des points communs. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que tu es bavard. Hein. Mais je suis bavard parce qu'à la base, je suis guide touristique. Donc, un guide qui ne parle pas, ça s'appelle un muet. Et à ce moment-là, il fait du film muet, il fait du Charlie Chaplin. Moi, j'ai toujours été bavard pour une raison très simple, parce que j'ai passé des années à me taire à cause du harcèlement scolaire. Et je ne le souhaite à personne. Et donc, le harcèlement scolaire a fait que j'ai failli en mourir. Et donc, j'ai dit plus jamais je me tairai. Donc, peut-être que parfois, je parle trop et que je parle plus que de raison. Mais voilà, si ça dérange, eh bien, c'est pareil, j'assume. Bien sûr, je prends les critiques. Mais je pense que je ne suis pas le seul journaliste à beaucoup parler. Donc, voilà, je voulais faire cette mise au point aussi à ce moment-là. Et donc, ça dérange 21 000 personnes. Oui, voilà. Donc, de ce fait, maintenant, messieurs, maintenant qu'on a fait un petit peu la présentation générale, eh bien, on va parler de l'actualité. Déjà, moi, je vous pose la question à tous les deux. Qu'avez-vous pensé des élections européennes de dimanche dernier, des résultats, de ce qui s'est passé par la suite? Jean-Christophe. Je suis très étonné que Filippo et Assolino n'aient pas fait plus. Je pense que c'est des bourriches dans lesquels on va se servir pour monter Glucksmann à 14, la LFI à 8. Voilà. Pour moi, il y a un truc qui ne va pas là. Sinon, le FN arrive à grands pas et puis on nous fait peur avec le FN. Selon moi, LFI et le FN travaillent pour le même système que Macron, dans le sens où c'est une opposition parfaite qui permet de gagner. Je vois à nouveau Édouard Philippe qui déboule. Je pense qu'il va, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'avec Glucksmann, ils vont bien s'entendre. Parce que Glucksmann et Mélenchon, on ne peut pas être juif et avoir des intérêts à ce niveau-là et être d'accord avec Mélenchon, puisque Mélenchon dénonce un génocide à ciel ouvert. Donc là, à mon avis, ça va être trop fort pour qu'ils puissent se réunir, mais je ne sais pas. En tout cas, le parti le plus puissant de France s'appelle les abstentionnistes. C'est ça qui me questionne. Alors, je vais me permettre, et encore une fois, ce n'est pas mon habitude, parce que j'avais tendance à respecter, enfin, pas moi, en général, dans l'éducation populaire, il était de bon ton de respecter à la fois le secret médical et, j'allais dire, le vote avec les isoloirs, etc. Mais on s'est aperçu qu'avec le Covid, tout a été balayé. Mais est-ce que dimanche dernier, vous êtes allés voter tous les deux? Moi, non. Alors moi, je vais contrebalancer, justement. Vas-y. Moi, je n'ai pas été voté. Ça fait très longtemps que je suis conscient que le droit de vote est un leurre et que tout se fait ailleurs, en fait. Tout est écrit déjà dans les loges, bien avant, la politique, enfin, etc. Donc, les gens sont mis en place par les médias. On voit la Bardella, par exemple, ça fait un petit moment qu'il est mis en avant par les médias, etc. Pour prendre le gouvernement, être Premier ministre, et puis la Marine Le Pen qui se passe derrière, parce qu'elle, pour la présidentielle plus tard. Macron nous fait son même coup de jarnac avec... mais c'est le plan, c'est la stratégie du choc. Donc, juste après l'élection, paf, hop, on dissout l'Assemblée. Il en avait déjà parlé auparavant, il y a un an ou deux, je ne sais plus quand exactement, mais bon, c'est pas nouveau. C'est le plan qui suit. Alors, soit
de toute façon, pour moi, c'est les Américains derrière aussi qui mettent pression sur pas mal de choses, pour pas dire les sionistes. Mais bon, la France insoumise, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est l'électorat. De toute façon, leur électorat, c'est qui? La plupart, c'est une proportion de la population immigrée, donc ils sont obligés de soutenir la Palestine, tu vois, parce que voilà. Donc tout ça, c'est des jeux, c'est du cinéma, c'est du théâtre, quoi. Alors, je voudrais rappeler, Fred, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je voudrais rappeler aux auditeurs qui te découvriraient ce soir qu'il y a, oh là, ça remonte à quelques semaines maintenant, peut-être un mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. Je parlais d'Étienne. Voilà, on a fait une table ronde qui n'a pas été facile à organiser, honnêtement, avec Valérie Bugeaud, Étienne Chouard et David Van Emmelrich. Et c'est vrai que tu as intervenu en cours d'émission en face à face avec Étienne. Alors, il y a eu beaucoup d'impro dans cette émission, comme la plupart des émissions d'ailleurs, mais c'est pour ça aussi. Parce que j'aurais aimé que Valérie soit là aussi, puisqu'on en avait discuté déjà d'une autre émission auparavant et on n'avait pas conclu. Non, fais attention quand on dit on n'avait pas conclu, ça peut être mal interprété. C'était pour que tu rebondisses. Hein. Mais par contre, non, il y a eu beaucoup de soucis techniques en plus avec Valérie, par manque de chance. Mais à un moment, c'était très intéressant le débat entre Valérie et Étienne entre révolu droit, entre la Constitution et tout ça. Et toi qui es royaliste, eh bien forcément, ça a fait un contre-pied encore. Donc il y avait un petit peu toutes les tendances. Et, alors ça, c'est l'étiquette que tu me mets, mais parce qu'il faut mettre des étiquettes aux gens. Mais... c'est toi qui le dis toi-même, que tu es royaliste. Mais moi, j'en reviens juste à la naissance de la France. Comment est née la France? Pourquoi la France a perdu son identité depuis la Révolution française et depuis ces putains de francs-macs et les anglo-saxons? Au bout d'un moment, ça fait 20 ans ou plus de 25 ans que je répète les mêmes choses. Tu vois, j'ai l'impression de le répéter. Donc c'est pour ça, là, je vais partir peut-être en voyage, faire quelques trucs, rencontrer les gens, parce que j'ai l'impression qu'on se répète et que tout tourne en rond un peu, quoi. Donc, du coup, tu n'es pas allé voter dimanche dernier. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé donc, suite à la dissolution de l'Assemblée? Est-ce que vous vous y attendiez? Et qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Oui, ben dans ce plan-là, de leur stratégie, tu sais, c'est une partie d'échec pour eux. Ils prévoient un ou deux schémas par rapport à une possibilité, une autre possibilité pareille, etc. Donc, c'était, oui, dans l'aspect justement où Bardella serait mis en avant et prendrait, c'était une des possibilités. Et puis, de toute façon, Macron aime bien ça, tu sais, les chocs psychologiques dans la société. Tu mets un choc aux gens, tu leur donnes un peu de liberté, tu les rechoques ensuite, etc. C'est comme ça que tu les soumets le mieux, en fait. C'est ce que fait la télévision, c'est ce que font les médias, c'est ce que font les politiques, c'est du marketing. Bon. Ce qui est quand même c'est du marketing et de la scène aujourd'hui, hein, c'est du théâtre. Hein. Ce qui est quand même assez choquant, c'est qu'on a eu une élection européenne déjà où on avait 38 listes. Je ne sais pas si on imagine ce que ça représente, 38 listes, sans compter les budgets qui sont derrière. Et il faut imaginer aussi qu'à la télévision, alors moi, je n'ai pas la télévision comme la plupart d'entre vous maintenant, mais on avait en fait 8 candidats principaux. Alors, ce qu'ils appellent les grands candidats et les petits candidats. Il y a les non essentiels et il y a les essentiels. Il y a les vaccinés et les non vaccinés. Il y a les gueux et il y a les élites. On revient au même à la même binarité que les inutiles et les winners. Ça vient vu dans les débats, hein, qui on a mis à parler ensemble, et puis les sous, on les a mis ensemble dans un autre débat. Voilà. Et en plus de ça, le temps de parole, alors là, c'est encore honteux. Alors, on nous dit que c'est l'ARCOM, c'est ceci, c'est cela. Donc, les grands candidats, entre guillemets, avaient 12 minutes. Et puis, j'ai vu des extraits de l'événement là, avec justement les petits candidats où il y avait 6 ou 7 minutes. Alors, la problématique aussi, c'est que moi, il y a un truc qui m'a choqué. Les inutiles un peu, tu sais. Hein. Voilà, il y a un truc qui m'a choqué, c'est le résultat du parti animaliste. C'est-à-dire que les chats et les chiens font plus que Philippot, Asselineau et tout le reste de la liste. Alors ça, c'est là où je suis d'accord avec Jean-Christophe. Moi, j'ai été surpris aussi, Nicolas, de ça, hein, du faible pourcentage, notamment d'Asselineau, etc. C'est quand même celui qui dit la même chose depuis 20 ans sur l'Europe qui a raison, même si je vais en revenir, moi, au Christ et au royaume de France, parce que pour moi, la France a toujours été un royaume et pas une république. C'est répudier le biblique, hein, voilà, la république. Donc, c'est depuis là que les familles vont plus, que plus rien ne va, en fait, quoi. Donc, j'aimerais bien un jour qu'on fasse un petit débat sur l'identité, d'ailleurs, parce qu'on nous a tellement lavé le cerveau avec l'identité, SOS racisme à l'époque, etc., qu'il faudrait remettre les choses dans l'ordre. Moi, je suis assez Alors, surpris. justement, on va répondre au premier commentaire parce qu'on est là aussi pour répondre aux questions. Et justement, ça va permettre de développer le débat.
Donc, Smoldavdez nous demande si tout est joué, pourquoi vous parlez? Ce que vous faites, c'est dire qu'il n'y a plus de surprise possible, alors vous servez à quoi? Alors, on n'a pas dit que tout était joué. Hein. Déjà, on n'a pas dit que tout était joué. Déjà, on ne fait que… Alors, sauf qu'on n'est pas payé 3 000 € par mois sur les plateaux mainstream pour commenter l'actualité. Nous, on est, j'allais dire, moi, c'est à la base de dons. Donc, si vous voulez faire une contribution, n'hésitez pas via Tipeee ou via la boîte postale. Et merci d'avance à tous ceux qui financent ce média libre et indépendant. Mais voilà, on n'a pas nos ronds de serviettes sur les plateaux télé à dire ce qu'on pense et à penser ce qu'on dit et à dire voilà, il va se passer ça. Et puis en fait, c'est tout le contraire qui se passe. On sent spéculer. Là, on fait un commentaire de ce qui se passe, mais c'est dans 3 semaines. C'est-à-dire que oui, tout est joué, mais justement, le but, c'est pas de dire tout est joué, il va rien se passer, on peut rien faire. Et Jean-Christophe va rebondir là-dessus. Tout est joué dans leur plan. Après, voilà, c'est tout. Déjà, pour répondre à la question du monsieur, je pense qu'on essaie d'élever la compréhension. On ne comprend pas nous-mêmes, mais en parlant, on peut peut-être avoir des fulgurances et comprendre. Et comprendre, ça veut dire élever l'intelligence. Quelqu'un qui comprend, qui est intelligent, c'est pas quelqu'un qui apprend des bouquins par cœur, qui regarde la télé toute la journée, c'est quelqu'un qui comprend les choses. Donc, nuance très importante. Alors, c'est du blabla, certes, on parle, on essaie de comprendre, monsieur. Et je voulais juste rebondir sur… moi, je suis assez curieux. J'aimerais beaucoup que Mélenchon devienne Premier ministre ou que Bardella devienne Premier ministre. Ça me ferait plaisir parce que ça serait nouveau et ça permettrait de voir qu'ils sont incapables de rien changer puisque c'est l'Europe qui gouverne. Alors, ils veulent changer l'Europe. Et non, et juste pour finir mon truc, c'est que en fait, je pense j'ai une sensation que Philippe, Glucksmann vont se mettre ensemble et je ne sais pas pourquoi. Il est possible que Macron gagne les pleins pouvoirs avec cette histoire. Parce que FN et LFI se tapent dessus et pendant ce temps-là, la paix, machin, le Macron, la paix, il passe à la télé 3 fois par semaine. Là, il va passer 3 fois par semaine. La paix, et puis les gens vont voter pour eux. Ça rappelle le grand débat national, ça. Quand j'ai entendu ça qui passait 3 fois par semaine. Non, mais pendant le Covid, c'est pareil, nous sommes en guerre. Et puis après, alors moi, ce qui me sidère dans cette histoire, je me dis, j'ai l'impression de revenir à la campagne électorale de 2017. Il est en train de ressortir des trucs, genre interdire le portable pour les moins de 11 ans, interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Alors moi qui travaille sur le harcèlement scolaire depuis des années, il y a déjà des lois qui existent là-dessus, il faut juste les appliquer. Là, on va avoir bientôt Dupond-Moretti qui va nous parler de l'expulsion des OQTF alors qu'il est ministre depuis je ne sais pas combien de temps et qu'il aurait déjà dû démissionner en étant mis en examen. On a des gens qui sont complètement à la masse, mais on se demande s'ils ne le font pas exprès. Et avant de vous relaisser la parole, puisque je l'ai cité hier soir dans l'émission avec Jim Léveilleur, je dois le reciter pour ceux qui n'étaient pas là hier, parce que ça, c'est quand même assez intéressant de constater, et c'est le journal allemand Bild qui a rapporté qu'Ursula von der Leyen avait été mise dans la confidence par Macron pour son projet de dissolution, et qui lui a expliqué sa stratégie, donc le piège du chaos. Donc il dit, le calcul de Macron est simple, prendre tout le monde de court en annonçant des élections et une campagne très courte, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'à 20h, on avait les résultats, 1h30 après, il faisait son allocution de 5 minutes en disant « je dissous l'Assemblée ». Il a fait du Chirac 27 ans après. On sait qu'après Chirac, il y a eu Jospin, cohabitation, et que Le Pen est arrivé au second tour en 2002. Ensuite, Chirac ne se serait jamais permis de faire une émission si rapide. Il ne serait jamais permis de piétiner la Constitution. Tout à fait. Et donc après, il dit, selon Macron, dans le meilleur des cas, la sidération générale empêchera le RN de gagner. Et si dans le pire des cas, pour Macron, le RN réussit à gagner les élections et à disposer d'une majorité, il s'agira alors d'installer Bardella à Matignon, de griller le RN en le forçant à gouverner sans qu'il puisse obtenir de résultats conformes à son programme, le tout accompagné d'un chaos social de façon à ce que Marine Le Pen n'ait plus aucune chance de l'emporter en 2027. Donc en fait, la stratégie, il y en a peut-être même plusieurs en fait dans une seule stratégie, ce serait de pourrir le RN en le mettant à Matignon, puisque Matignon est une forme de malédiction, c'est une forme de fusible. Aucun Premier ministre n'est devenu président de la République juste après, même pas Chirac, puisqu'il a eu une traversée du désert après 88, quand Mitterrand a été réélu. Je crois qu'il était redevenu maire de Paris à ce moment-là. Et dans les débuts des années 90,
il n'existait plus politiquement. Balladur avait été Premier ministre de cohabitation en 93 après les législatives remportées par la droite. Et 6 mois avant les élections de 95, il faisait 4% dans les sondages. Et c'est même pour ça que Sarkozy croyait plus en Balladur qu'en Chirac. Et on sait ce que ça a donné par la suite. Donc en fait, en ce moment, on vit un mélange entre une série de Netflix, entre Dallas et entre les Feux de l'amour. C'est du je t'aime moi non plus à tous les étages, entre RN et Reconquête qui se foudroient, entre le Front populaire version années 20 du 21e siècle et puis l'extrême centre. Voilà. Donc, quel est votre regard par rapport à tout ça et comment vous voyez les choses à venir? Je prends la parole, pardon. Oui, je pense pas du tout que Macron va sacrifier le RN, pour la simple raison qu'il en a besoin. Depuis Mitterrand, le RN a permis à tous ceux qui l'ont confronté de gagner. Donc le RN est vraiment l'outil utile. Quand tu vois la Le Pen qui perd et qui le soir même se met à boire des canons et à danser, elle en a rien à branler. Excuse-moi, je parle mal, mais t'es enroulé, moi, c'est normal. Et cette histoire que c'est sorti de von der Leyen, ça c'est pareil, c'est trop gros pour moi, tu vois. Je veux dire, ça nous fait croire que Macron est contre le RN, alors qu'en fait ils vont manger ensemble, voire plus si affinité, tu vois. Donc il se moque de nous. Après, ça n'empêche pas qu'il se sacrifie à un moment donné. Oui, peut-être, alors, mais c'est pareil. Il y a une autre problématique, c'est l'histoire de la Constitution. Il faut rappeler qu'en France, il y a 2 mandats possibles pour un président de la République. Sachant que Macron a quand même comme référence Machiavel et Mao, parce qu'il a dit à un moment qu'il était maoïste, donc ce n'est pas les références les plus bienveillantes, si je puis dire. Et certains évoquaient la rumeur comme quoi, si le Bardella était à Matignon, la situation deviendrait tellement incontrôlable, le chaos général, sachant qu'il y a les JO dans quelques semaines, parce qu'il faut rappeler aussi, ça c'est encore en parallèle, que dans le projet constitutionnel, ce qui se passe en ce moment est totalement illégal, parce qu'il faudrait 4 semaines d'écart entre le dépôt des candidatures et le vote. C'était Paul Maricoto notamment qui l'avait dit, entre autres, sur Bistro Liberté, et il n'est pas le seul, en disant que finalement les élections, à l'origine, suite à l'allocution, auraient dû se faire qu'à partir du 7 juillet. Alors que le 7 juillet, c'est déjà le 2e tour. Sauf que 7 juillet plus 14 juillet, donc déjà, juste au moment du 14 juillet, et 10 jours après, on a les Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture, et là, on se fracasse. Et donc, en plus de ça, il faut imaginer que là, tout est à refaire. Donc, même le propre camp de Macron se révolte un petit peu parce qu'ils étaient bien installés. En plus, ils sont passés pour beaucoup à quelques voix près. Ils sont passés vraiment in extremis. Donc là, ils sont en train de remettre tous leur mandat en jeu. On voit quand même qu'à 20h, il y a François Hollande qui revient. Moi, j'attends qu'ils déterrent Mitterrand et De Gaulle pour qu'ils reviennent aussi au JT de TF1 parce qu'on est en train de faire revenir tous les parias de la politique qui ont détruit le pays depuis 40 ans et qui vont nous dire comment on doit penser, comment on doit voter. Donc ça c'est quand même assez risible et dans un stade de je m'en foutisme incroyable, avec notamment Éric Ciotti qui a fait exploser à lui seul un parti politique en franchissant le Rubicon. Donc ça, je voudrais que tu rebondisses, Frédéric, là-dessus, et ensuite Jean-Christophe. Sur Ciotti ou sur le Rubicon? Non, Ciotti, si tu veux, voilà, il veut aller manger là où c'est le mieux pour sa propre carrière, mais comme ils font tous. Après, c'est pareil, c'est un jeu politique de pouvoir interne, de contre-pouvoir, etc. Et moi, je me répète à chaque fois, mais tout ça, c'est de la mise en scène. La République, c'est de la mise en scène. Une assemblée, c'est de la mise en scène. C'est le théâtre grec ou gréco-romain de l'époque. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà regardé LCP, parce que bon, franchement, regarder l'Assemblée, tu vois. Mais quand tu regardes des fois certains débats, tu te dis, mais c'est une cour d'école. C'est la maternelle, ouais. C'est la maternelle. Il n'y a pas de respect, ils se gueulent dessus. Ils sont là juste pour leur ego ou l'ego de leur parti. C'est des gens moutonnés au système et voilà. Enfin, je voulais quand même revenir et répondre à ce que disait l'auditeur que tu as lu tout à l'heure. Nous, on essaie de réfléchir à ce qui se passe, d'observer tout ce qui se passe depuis maintenant pas mal de temps, ce que les anciens ont dit aussi, ce qui se passe dans notre société. Ce qui est bien, moi, je vois dans ma tranche d'âge, moi j'ai la cinquantaine,
C'est que j'ai connu l'ancien franc avec mes grands-parents, le nouveau franc, l'euro, l'arrivée de la télévision, le cinéma, etc., toute l'évolution technologique. Et on a quand même un recul dans cette, je dirais, dans cette tranche d'âge entre ce qu'on appelle les boomers, tu vois, sortis d'après-cœur, qui ont participé au système aussi, à l'évolution sociale, etc., et rentrés dans ce schéma industriel, enfin voilà, et de caste, quelque part. Moi j'observe quand même depuis longtemps que, comme je disais, tout vient de l'armée, toutes les propagandes, ça a toujours été militaire, le cinéma a toujours servi à ça. Les premiers films français, c'était les films de gauche, les films communistes, tu vois, qui ont été faits, parce que je crois que c'est Lénine lui-même qui disait ça, ou Staline, je ne sais plus, que c'était le meilleur outil de propagande. Donc, moi, j'aimerais que les gens sortent un petit peu du monde virtuel dans lequel on les a mis depuis après-guerre, hein, et que les gens se réveillent enfin. Tu parles des chemtrails, par exemple. Il suffit de lever les yeux pour voir des traînées dans le ciel. Et tu as des gens qui vont te dire « Ah, mais non, ça n'existe pas. C'est de la condensation. » Moi, j'ai bossé 1 an dans l'aviation civile à l'aéroport de Toulouse. Jamais tu vois de la condensation comme ça. Ça s'efface, ça s'évapore petit à petit. Donc, on raconte des conneries aux gens. Là, ce que je vois, j'ai parlé tout à l'heure de l'info qui était passée dans Libération aujourd'hui ou pas encore, je ne sais plus. Non, tu ne l'as pas dit, donc vas-y. Je fais un lien là-dessus rapidement parce qu'aujourd'hui, tout est en train de ressortir, de toute façon. Tous les mensonges du passé de l'histoire, tout est en train de remonter. Aujourd'hui, sur Libération, et c'était repris par toutes les chaînes journal sur M6, TF1, France 2, etc. Reportage documentaire ensuite dans l'après-midi, enfin voilà, sur un thème qui avant ne sortait jamais, très, très rarement dans les médias mainstream, le vol d'enfants à la naissance et comment on enfermait les mamans dans des hôpitaux psychiatriques, on leur disait qu'elles étaient folles, etc. Ça, il y a quelques temps, ça ne serait pas sorti. Aujourd'hui, ils sont obligés parce qu'il y a tellement de pression de gens qu'on va mettre dans des cadres complotistes, hein, sachant qu'un complotiste, c'est celui qui étudie le complot. Comme un raciste, normalement, c'est celui qui étudie les races. C'est pas quelqu'un qui est contre les races. Tu vois, c'est l'inversion, c'est la novlangue, c'est la. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'on est en pleine période, justement, et je te redonne la parole juste après, mais une parenthèse. Moi, ce que je revois, en fait, j'ai l'impression qu'on est encore en campagne présidentielle de 2022 en ce moment, sauf que là, on a des législatives anticipées. Et donc, il y a de fortes chances pour que pour la première fois depuis la présence de Macron au pouvoir, on revive une cohabitation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que côté Rassemblement national, les opposants disent Waffen-SS, racisme, xénophobie et toutes les étiquettes à la mode, mais qui ne fonctionnent plus, puisqu'en 2002, ça fonctionnait. On a quand même le recteur de la mosquée de Paris qui remet ça en disant qu'il faut voter contre le RN, où tu vas avoir les pseudo-artistes du système qui ont participé à l'injection et à voter Macron en 2022. Je rappelle que le bouquin de Claude Janvier sur l'État profond cite toutes les associations, y compris universitaires, avec faites ce que vous voulez, mais votez Macron, un peu comme Libération en quelque sorte. Et puis, côté gauche, on a le Front populaire. On est de retour en 1936. Voilà, on met des mots parce que la NUPES 2, ça ne le fait pas. Et puis, malheureusement, NUPES, ça rime aussi avec Herpès. Donc, ce n'est pas facile à porter, sachant que la NUPES, elle s'est associée pour mieux se diviser après. Puis, comme maintenant, il y a des places à prendre et que Mélenchon, il est aux fraises puisqu'il n'a pas réussi à avoir… Il aurait pu être au deuxième tour. Hein. Franchement, il a failli. Mais voilà, donc… Il y a ces deux gros blocs et il y a l'extrême centre. Alors, je connaissais un truc qui s'appelait le trou de balle au centre, mais alors ça, l'extrême centre, je ne connaissais pas encore. Avec là, tous ceux qui cherchent une place. Mais comme en ce moment, les sondages, comme disait Coluche, les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Eh bien, mettre Bardella en tête, on a l'impression qu'on va avoir une forme de copier-coller européenne législative. Bon, là, cette fois, il y aura 2 tours. Donc, il y aura un peu plus peut-être de suspense, même si c'est organisé un petit peu. Donc voilà, Frédéric, je te redonne la parole pour ça. Oui, enfin, tu sais, même dans les partis qui se sont montés, soi-disant, qui veulent alors le Frexit, moi, j'emploie pas ce mot-là, Frexit. Déjà, c'est un terme anglais. Parlons français, disons, sorti de l'Europe. Tu vois, tout le monde dit, les anglo-saxons, alors les gens commencent à prendre conscience, mais ils vont répéter comme des moutons des mots qu'on leur a donnés, qui sont des termes qui ont été employés, qui sont marketés, etc. Pourquoi les gens ne disent pas sortir de l'Europe? Arrêtons d'employer, tu vois, des termes Frexit. Alors, je sais que je suis chiant par rapport à ça, mais revenir à l'essence et à nos traditions, c'est revenir à notre langue aussi. Et arrêter l'anglicisme. Tu vois, et ça, c'est important parce qu'on l'entend partout. Et toute cette influence-là, malgré tout, dans le langage, ça joue. Et ça joue aussi sur l'identité, sur la culture, etc. Donc, bon, c'était une parenthèse, mais… Non, mais oui.
Pour revenir sur Ciotti, juste sur Ciotti, je pense que c'est le traître parfait, en fait. Il travaille pour Macron, puisqu'il est en train de détruire le LR, qui était déjà bien mal en point. Et Macron sait très bien que tu as 20% peut-être du LR qui vont partir du côté du FN. Donc, je suis d'accord avec toi, d'un côté. C'est copains, Jean-Christophe. Hein? C'est tous des copains, ils bouffent ensemble. Regarde, Attal et voilà. Oui, c'est des young leaders, enfin bon. C'est ce que je dis, c'est le sketch. Quand tu vois que des mecs du RN traitent des mecs de LFI d'antisémites, t'es plié de rire, quoi. C'était pas le FN qui était traité d'antisémite il n'y a pas si longtemps. Après, regarde, aujourd'hui, on veut faire passer des gens qui ne sont pas sémites pour des sémites. Tu vois, c'est quand même dingue. Donc voilà, il y a un problème. Mais c'est bien parce qu'il faut que ça arrive, en fait. C'est ça qui est terrible. Les masques tombent, ça c'est une bonne chose. J'allais dire, il faut parce que ça pouvait plus tenir comme ça. Moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, le fait qu'il a fallu quand même que Macron décide de dissoudre, parce qu'en réalité, toutes les motions de censure qui ont été déposées ces 2 dernières années, quand il y a eu la réforme des retraites, etc., je ne sais plus combien on en a eu. On en a eu plus d'une vingtaine. Aucun parti n'a su accomplir une motion de censure jusqu'au bout parce que, ah oui, mais on ne va pas voter avec les fachos, etc. Alors, je rappelle que ce qu'on appelle les fachos, ils ont été élus aussi par des gens. Et donc, la France Insoumise a un gros problème avec ça. Et que ce soit France Insoumise ou d'autres, hein, ce n'est pas une attaque personnelle, mais c'est simplement que quand des gens ont été élus par le peuple, même si c'est l'opposé de nos idées et que soi-disant c'est le nazisme, encore faut-il savoir ce qu'est le nazisme. Je rappelle qu'Hitler était national-socialiste à la base, hein, comme Mussolini venait du Parti socialiste italien. Financé par qui? Ah Parce que non, mais toujours les mêmes. On va pas le dire, mais bon. Non, mais voilà, voilà. C'est ça. Voilà. Et donc à partir de là, mais le RN avait très bien joué sur le coup parce qu'il disait, mais nous, si la France Insoumise dépose une motion de censure pour renverser Macron suite à un énième 49.3, on votera. Et donc là, Mathilde Panot, elle était bien emmerdée parce qu'ils disent, ah ouais, mais du coup, on a le vote des fachos, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retire la motion. En fait, c'était que ça. Donc les idées, non. Voilà. Et je rappelle. Ces gens-là sont là pour nous diviser. Le jour où il y aura un CNR 2, c'est terminé. Ils sont tous en prison. Mais le système politique est là pour diviser de toute façon. Moi, je dis, j'ai des amis LFI, j'ai des amis RN, mais je m'en fous complètement de ce qu'ils pensent. Moi, ils souffrent tous. Mes amis, je ne les choisis pas en fonction de leur couleur politique. Hein, ils souffrent tous de la même chose. Ils souffrent tous de la même chose. On n'a plus de pognon, on nous prend pour des cons et on maltraite nos anciens, on a tué des gens, etc., etc. Mais les gens, réveillez-vous, arrêtez de suivre des pingouins francs-maçons qui vous amènent droit dans le mur. Mais le problème, c'est que c'est des pathologies, hein, c'est des pathologies qu'on retrouve dans notre société d'aujourd'hui. On a besoin d'un maître, mais le maître, il est à l'intérieur, bordel. Alors, on a besoin de leaders, mais de leaders qui ont une éthique. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'éthique. Parce que dans le business, de toute façon, il n'y a plus d'éthique. Et quand tu cherches que le pouvoir, c'est là où tu perds toute éthique, toute cohérence avec le monde, quoi. Ils sont en train de manipuler l'esprit des gens. Ils en ont rien à foutre. On leur a promis sur leur île sacrée, là où ils seront peinards. T'inquiète, ils auront leur petit cocktail, leur petite gonzesse, et puis ils vont aller là-bas finir leur vie. Tu parles de l'île de Epstein? Mélenchon, Bardella, tous, Le Pen, tous. Ils vont tous avoir une retraite. T'inquiète pas pour eux, ils vont être comme ça. On a fait le job. Olivier Dussopt va devoir retrouver du travail parce qu'il a décidé de ne pas se représenter. Vous savez, celui qui disait personne n'a craqué en pleine Assemblée nationale. Et donc, il devrait être en prison, lui. Il devrait être en prison, lui. Oui, non, mais il y a peut-être certains politiciens qui vont enfin traverser la rue. Alors, eux, ils vont traverser la rue, mais dans de hautes sphères, parce qu'en général, c'est le pantouflage qui les attend. Ce n'est pas France Travail. France Travail, famille, patrie, comme dirait l'autre. Mais voilà, c'est tout un concept, hein, parce qu'il faut savoir aussi qui se cache derrière France Travail. Ça coûte des millions aux contribuables pour un truc. En fait, on change le nom, mais pas le fond, quoi. Mais c'est comme la Sécu, hein, quand tu vois comment fonctionne la Sécu, qu'est-ce que ça finance au niveau des syndicats, la plupart des Français ne le savent pas. Donc à partir de là, messieurs, donc les législatives anticipées auront lieu les 30 juin et le 7 juillet. Bon, pour l'instant, il y a plein de tractations. Déjà, en 4 jours, on a eu
un chaos politique incroyable. Et donc, je voudrais reciter cet oracle de Confucius. Tu pourras après nous dire un peu tout ce qui s'est passé, nous faire un petit résumé. Ouais, oui, je vais essayer. Parce que aussi dans le département d'à côté. Je vais essayer parce que ça change toutes les heures, donc c'est pas facile à suivre. Alors, un sage chinois, il y a de cela plusieurs siècles, le conseiller de son empereur confia à ce dernier: si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vie humaine. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera alors très facile de vaincre. Voilà. Donc, en fait, on en est un petit peu là, puisque finalement, c'est cela. Alors, oui, Cahuzac qui se représente dans le Lot-et-Garonne. Non, mais c'est. Voilà, mais il y en a un aussi. Et ils ont tous des tronches de voleurs. En plus, ça se voit sur leur gueule qu'ils sont pas honnêtes, les types. Enfin, je sais pas, mais. De plus en plus. Quelqu'un de sage dans l'énergie, il sait ressentir quelqu'un quand même qui est bon ou pas. Ou alors l'autre est très vil et pervers pour arriver à substituer ce qu'il est. Mais dans la majorité des cas, tu ressens quand même. Alors, pour répondre à Marc, France Travail, il y a eu un super reportage de Blast sur le sujet. Donc, je vais essayer de le retrouver en même temps que je vous parle, parce que c'est là où j'avais justement… oui, c'était révélation sur une affaire d'État. C'est un copain de promo de Macron. Attendez, je vais faire un partage d'écran. Là, je vais prendre des risques parce que je vais m'occuper de la technique. Alors, bougez pas parce que ça peut… On peut revenir à la discussion que vous aviez hier soir sur le statut des intermittents du spectacle. Le fait qu'il faille cocher la case je suis à la recherche d'un emploi, etc. Alors qu'un artiste, il travaille tout le temps et puis à ses heures, enfin voilà, il n'a pas des cycles de salariés. Mais c'est exactement la même chose. C'est toujours pour être avec les sondages, le nombre de chômage, c'est toujours la même stratégie de la peur, stratégie anglo-saxonne, américaine, de marketing, voilà. Mais si les gens regardent bien, notre système, c'est quoi? C'est un système d'esclavagiste. Tu vas bosser pour te payer ta maison, ta bouffe et tes médicaments, parce qu'on t'a dit que maintenant, pour ta santé, c'était les médicaments, tu comprends? C'est quoi comme système? Tu es là pour consommer. Et maintenant, tu as un chiffre, tu as un numéro. Alors, je voudrais qu'on revienne aussi… C'est ce que veulent les gens, je sais pas, enfin… Je voudrais qu'on revienne aussi sur ce qui s'est passé avant les européennes, parce que on a eu le résultat de dimanche qui était déjà connu d'avance, il faut le dire, que Bardella soit plus de 30% et que les souverainistes soient… Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent plus, honnêtement. Mais la claque, ça a été aussi pour LFI. Et on reparlera tout à l'heure du conflit israélo-palestinien, donc avec, entre autres, le bouquin de Youssef Indy. Le PS, qui est quand même assez élevé avec Glucksmann, et Ayer, qui, malgré le niveau général, a fait 2 fois moins, mais bon, se maintient quand même. Mais par contre, c'est les jours d'avant. Et c'est là que c'est le plus choquant parce qu'on voit qu'il n'y a plus de respect nulle part. C'est un niveau médiocre. Et pour aller vraiment ramer jusqu'au bout, on a quand même un Premier ministre qui s'est invité sur des plateaux de télé comme ça en direct, comme ça, c'est moi que voilà, j'arrive. Parce que Gabriel Attal n'est pas censé s'ingérer dans une élection européenne. Un Premier ministre dirige l'action du gouvernement, partie de la Constitution. Il est censé diriger le gouvernement et la France par la même occasion. Mais il n'est pas pour diriger les horloges de l'élection européenne et de passer par-dessus la tête de sa tête d'affiche, aussi, aussi moyenne soit-elle, pour être gentil, on va dire, et encore moins Macron qui, lui, fait une télévision nationale en direct 3 jours avant le scrutin. Donc là, c'était vraiment une ingérence, une forme de propagande. Alors, je crois que le point Godwin avait été atteint avec l'invitation de Zelensky à l'Assemblée nationale. Alors là, on est arrivé dans le sublime. On s'est demandé pourquoi, d'ailleurs. On s'est demandé ce qu'il foutait là. Voilà, sachant que l'Ukraine veut entrer dans l'Union européenne. Donc, quel est votre regard par rapport à tout ça? Jean-Christophe? Par rapport à Zelensky, par rapport à cette ingérence, est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Parce qu'on a l'impression que tout s'est renfermé comme ça dans le propagandisme puissance 1000, bien sûr, pour l'influence, et en fait, ça a été contre-productif au final. Mais parce qu'ils ont besoin de contrer les BRICS qui mettent en danger le dollar.
qui mettent donc en danger l'hégémonie américaine. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont mis un acteur de seconde zone cocaïné qui se sert du pognon qu'on lui donne pour acheter des villas hors de prix partout dans le monde. Ils l'ont mis en place parce que ce mec-là n'a aucune face, n'a aucune morale, donc il fait ce qu'on lui dit de faire. Et imaginons en France que les Allemands viennent à nos frontières et mettent des lance-missiles et des machins pointés sur la France. Qu'est-ce qu'on dirait? Et là, pourquoi? Parce que la Russie ne veut pas de l'OTAN à ses portes. Pourquoi on dit que Poutine est un méchant garçon? Parce qu'il se défend, en fait. Voilà, il y a le côté messianique derrière tout ça, c'est-à-dire que l'Ukraine, c'est quand même l'ancienne Khazarie. Pourquoi aujourd'hui, c'est les grandes sociétés d'investissement qui rachètent les terres ukrainiennes? Je n'osais pas Pour en parler de faire ça, mais tu as raison, pour en faire la nouvelle Jérusalem. Évidemment. C'est quand même ce qui est dit par leurs propres auteurs. Donc, Et tu as vu tout ce qui se passe en Ukraine, les enfants et tout ça, quoi. Donc les oui, mais clandestins. c'est pas des anciens Khazars, ils s'en foutent. Les tuer, tu sais, c'est comme la dépopulation. On sait très bien que de toute façon, il faut une dépopulation mondiale parce qu'on est trop d'inutiles à prendre l'énergie, à nourrir comme ça. Puis avec la technologie, il n'y a plus besoin de main-d'œuvre comme avant. Donc, voilà. Oui, mais là, ils sont quand même pris à la gorge parce que le dollar est en train de perdre toute sa puissance au niveau mondial. En effet. Regarde Kadhafi qui avait mis en place une monnaie africaine, regarde ce qui lui est arrivé. Donc c'est pour ça que ça s'accélère en fait, c'est parce qu'ils veulent absolument pas que les BRICS se fassent. Mais ils accélèrent le plan parce que la vie, quelque part, on en parlait dans d'autres émissions avec Nicolas, mais je sais pas, tout le monde le ressent, la vie s'accélère un petit peu. On le ressent, le temps n'est plus le même. Enfin, moi, je trouve que la vie, depuis quelques années, depuis les années 2000, le temps graduellement s'accélère, même pour nous. On peut le ressentir, je pense, physiquement. Et vu que tout s'accélère, mais pour moi, ça, c'est le plan de Dieu. C'est là où j'en reviens au Christ, à Dieu, sans le côté dogmatique forcément religieux, parce que ça travestit beaucoup aussi de la parole et des 10 commandements, juste la parole du Christ, en fait. Parce que pour moi, c'est la parole du Christ qui est essentielle. Mais aujourd'hui, on est dans un monde d'illusions. Un monde démoniaque, puisque c'est un monde de destruction de tout, de l'homme, de la femme, de la famille, des nations, de la langue, de la culture, de l'histoire. On est dans le mensonge perpétuel, dans la version de toute chose. On doit y aller. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. C'est vrai. Moi, je dis toujours aux gens quand je fais mes émissions, sauvegardez un petit peu de joie en vous, quoi, parce que c'est ça qui va nous sauver, en fait. Alors, ça paraît bisounours, c'est tout ce qu'on veut. L'amour, la gentillesse, la joie, c'est des mots aujourd'hui qui sont galvaudés, on passe pour des cons. Eh bien, continuons à passer pour des cons. De toute façon, c'est écrit que les chrétiens vont être maltraités, etc. Allons-y et acceptons ce qui se passe, parce que de toute façon, tant que les gens auront à bouffer dans leur assiette, tant qu'ils n'auront pas compris, ils se feront picouser, ils feront n'importe quoi, ils voteront pour Macron. Donc, allons-y, tant qu'ils n'ont pas compris, de toute façon. Puisqu'on est incapable de s'unir, on est incapable de faire ce qu'ont fait nos anciens. Tu vois, les gamins à 16 ans, ils allaient se prendre des coups de chevrotine par les boches. Et aujourd'hui, ils font quoi, les gamins? Ils regardent TikTok et ils se branlent sur TikTok. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. On a encore trop à bouffer. On a encore trop d'argent. On est encore trop comme ça. Hein. En 40, ils mangeaient des rutabagas. Voilà. Frédéric peut témoigner quand j'ai demandé à Pierre Hillard pour la 100e émission que Fred a co-animé avec moi. J'ai demandé à Pierre Hillard, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire pour bouger les gens? Il nous a dit texto, les gens ne se réveilleront que dans le malheur. Et donc, tant qu'il y a à bouffer, tant qu'il y a quelque chose, et je pense aussi que les émissions, tout le blabla qu'on fait pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, tout le blabla, il est pour ça. C'est-à-dire que le journaliste, c'est pas seulement quelqu'un qui cherche la vérité, qui cherche les faits pour les retranscrire de manière honnête, parce qu'il y a aussi transcrire les faits et les détourner. Aujourd'hui, on n'a plus de journalistes dans le système, ce sont des propagandistes. Et c'est pour ça que dimanche dernier, j'ai remis sur les réseaux sociaux la fameuse une de Libération entre les deux tours des présidentielles qui disait « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron ». À partir de quel moment dans la charte de Munich, il est inscrit ce genre de choses, alors que justement, dans la charte de Munich, il est écrit que le journaliste n'est pas un propagandiste ni un publicitaire. Voilà, il ne doit pas se confondre avec Séguéla ou autre. Le journaliste, comme disait Jean Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Pour moi, c'est ce que doit être un journaliste en 2024. Et on remarque aujourd'hui qu'il y a des gens qui font des éditos, mais en fait, ils disent voilà ce que je pense et donc vous devez penser pareil. Et ça, c'est l'antithèse
de la presse. Alors, bien sûr, il y a une liberté d'expression, mais on a plus des influenceurs que des journalistes. C'est ça le problème. C'est sûr. Mais c'est les speakerines, ils lisent des fiches. Les fiches, voilà. Mais l'AFP qui viennent de Reuters, qui viennent de l'AFP, enfin voilà. L'AFP est dans les mains des Américains, donc on a tout compris, quoi. Mais bien sûr. C'est important de le comme le système météo, comme plein de trucs, quoi. Enfin. Autant bon, moi j'ai des opinions, etc., j'ai des convictions, je les étale pas sur la place publique, bien sûr, je suis en contradiction, etc., avec certains. Je rappelle aussi que les gens qu'on invite sur les plateaux, enfin, que j'invite dans mes émissions, je suis pas forcément d'accord à 100% avec eux. D'ailleurs, il m'est arrivé d'avoir des débats assez animés, parfois houleux, mais ça fait aussi partie de… C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on ne sait plus ce que c'est que le journalisme. Donc, dès qu'on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui ressemble plus à la charte de Munich telle qu'elle devrait être utilisée, on dit « ouais, mais il donne son opinion, etc. » Non, la charte de Munich, c'est ça en fait. C'est le débat d'idées, c'est l'échange, c'est la liberté d'expression, c'est ne pas être une plante verte, parce que si c'est de dire « amen à tout » dès que quelqu'un le dit, moi j'arrête les émissions, c'est pas mon but. Hein. Honnêtement. Mais après, tu sais, Nicolas, il n'y a pas besoin de la charte de Munich notamment, parce que tu en parles, mais toutes les chartes en général ont été, on servait à rien parce que c'était des bouts de papier qu'on mettait et en fait derrière, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Mais le principe, ne serait-ce que le principe de la conversation, est nécessairement attribué au débat. C'est le débat d'idées qui intellectuellement nous fait avancer de toute façon, dans nos schémas, sinon on reste enfermé dans des concepts et on n'évolue pas. Donc s'il n'y a pas ce débat d'idées, c'est pour ça qu'ils ont voulu nous séparer, nous faire taire, que les gens ne se parlent plus. Mais parce que c'est l'échange qui fait la base de la démocratie, je rebondis sur ce que tu dis, la base de la démocratie, et là où la France était excellente, plus que le monde entier, c'était le débat, c'était le combat des mots, c'était… Si tu n'as plus ça, tu as des combats de coq là qui sont théâtralisés, ça n'a plus il n'y a plus de débat de fond. Est-ce qu'il y a eu un débat de fond sur les européennes? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un débat de fond? Est-ce qu'on sort de l'Europe? Il n'y a pas de débat de fond, donc les gens deviennent, comme ce que tu disais tout à l'heure avec Confucius, deviennent ignares et incultes. Et ces gens-là, tu les fais sauter dans le vide parce que tu leur dis qu'il faut le faire. C'est pour ça, tu vois, quand on parle du RIC ou des choses comme ça, ou d'un peuple souverain. Alors déjà, en quel temps dans l'histoire un peuple était souverain? Déjà, les souverains, pour moi, c'était les rois. Ça n'a jamais été les peuples. C'est pour ça que Démos… Attends, il n'a pas fini. Non, juste, j'avais pas fini pour dire… Pardon, Frédéric, est-ce que Nicolas, ton rôle et le mien et ceux de gens qui ont des petites télés comme ça, est-ce que ça ne serait pas d'essayer d'organiser des débats contradictoires? Bien sûr. Parce que comme ça se faisait avant, toi tu es plus jeune que nous, mais moi quand j'étais petit, je me rappelle de Marché, Chirac et tout, c'était extraordinaire. J'étais gamin. Il y a vraiment une des émissions… Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de faire ça? Tu vois, par exemple, Jean-Christophe, il y a une émission que j'aimais beaucoup, que je n'ai pas beaucoup regardée à l'époque, mais qui aujourd'hui, avec le recul, me paraît très pertinente. C'était Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei. Frédéric Tadei s'est fait beaucoup lyncher parce qu'il a invité des personnalités parfois sulfureuses, comme on dit, ou controversées. Dès lors qu'on est anti-système ou qu'on dénonce le système, on est sulfureux et controversé. Maintenant, on est complotiste. C'est automatique. Et Frédéric parce Tadei… qu'il n'y a pas de contradiction. Tu vois, là, ce soir, on est un peu tous… c'est super, mais le problème, c'est que, Jean-Christophe, le problème aussi, c'est qu'il faut que les gens acceptent de débattre. Ah bah oui. Moi, je suis désolé de le dire, mais j'ai proposé des émissions, pas forcément de débat, mais de simples formats, comme je l'ai fait hier avec Jim Léveilleur, avec d'autres. J'ai eu des gens qui m'ont dit non. Alors, certains me disent, par exemple, que je reçois des gens que d'un côté du champ politique. Moi, quand j'interviewe des gens, quand je fais des entretiens, je ne leur demande pas avant pour qui ils votent, s'ils sont vaccinés ou pas, ou ce genre de truc. Je ne suis pas là pour ça. Et puis, voilà, il faut arrêter faut sortir un petit peu de ce carcan intellectuel qui tue en fait la liberté d'expression et le débat. Aujourd'hui, on a quand même des lois sur les dérives sectaires ou sur des choses, en fait, des lois de délation. C'est-à-dire que quelqu'un va dire, par exemple, va avoir une parole malheureuse, va se croire dans les années 80 et va dire, ah bah tiens, un tel est un PD ou des trucs comme ça. Je pense à Gérard Fauré qui serait capable de sortir un truc comme ça. Il suffit que quelqu'un soit dans la salle, aille porter plainte parce qu'un tel a dit que telle chose et que c'est raciste ou quoi que ce soit. La personne en question peut être condamnée. C'est-à-dire qu'en fait, on a instauré
eh bien, une forme de pétainisme, en tout cas de délation généralisée. Et le Covid a été propice à cela. C'est-à-dire que le Covid, qu'est-ce qui a marqué le plus le Covid? C'est le fait que les gendarmes aient reçu notamment des quantités d'appels de voisinage, de gens qui disaient, voilà, un tel, il a reçu 7 personnes chez lui, l'autre, il ne porte pas le masque. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Et j'allais dire, est-ce que c'est typiquement français? C'est une question qui se pose. Mais 80% des Français étaient pétainistes avant de devenir des résistants. Mais je voudrais revenir, je voudrais prendre 2 minutes, si vous me le permettez, parce que ce qui pose problème, c'est aussi le monde médiatique, auquel nous, on participe, certes, mais on essaye de remettre les choses, on va dire, dans le bon ordre. J'ai la charte déontologique de Munich sous les yeux, qui est importante, parce que même si ce n'est qu'une charte et que ça n'a pas forcément pour beaucoup une valeur intrinsèque aux médias, c'est une charte qui a été signée le 24 novembre 1971 à Munich et adoptée par la Fédération européenne des journalistes, qui est une référence européenne concernant la déontologie du journalisme et qui avait été rédigée avec le concours de Paul Parisot, président du syndicat des journalistes français, devenu Union syndicale des journalistes CFDT. Donc les devoirs de la charte, c'est de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Publier seulement les informations dont l'origine est connue, ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent, ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication et de la suppression d'une information. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que les responsables de la rédaction. Ensuite, il y a aussi des droits. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé aux journalistes que par exception, en vertu de motifs clairement exprimés. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant décision définitive sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction, embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes. Et en considération de sa fonction et de ses responsabilités, il a le droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale, ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique. Voilà, c'est un peu long, je suis désolé, mais à aucun moment je vois parler de neutralité dans cette charte. Donc, ça veut dire qu'un journaliste a le droit de penser ce qu'il veut. Alors, pas d'imposer ses opinions, parce qu'imposer ses opinions revient à faire de la propagande. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron, c'est de la propagande, parce que c'est en plus un oxymore. C'est de dire, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mieux si vous votez Macron. C'est un peu comme en 2005. Faites ce que vous voulez, mais c'est mieux si vous votez oui pour le référendum. Et ceux qui ont voté non, ils ont été cocufiés en 2008. Voilà. Ouais, mais Nico, tu vois, regarde, tout ça, la charte, ce qui est dit dedans, très bien, mais c'est comme les droits de l'homme, c'est une mascarade. Est-ce que dans la réalité, c'est ce qui se passe? Est-ce que c'est pour ça que la presse a été créée? Comme tout le reste. Vous me permettez que je suis au soleil, j'ai plus d'eau. Je reviens. Bien sûr, va te suspendre. C'est bien dans ton jardin quand même, Jean-Christophe. T'as vu, hein. Ouais. Je vais me remplir ma bouteille, j'arrive. Absolument, à tout de suite. Voilà, donc en tout cas, écoute Fred, j'en profite pour lire le chat. Merci pour ce premier épisode en roue libre, d'être aussi nombreux. Vous êtes plus de 500 en direct, notamment 400 et quelques sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. Voilà, donc je rappelle que cette émission s'inspire, entre autres, parce qu'il faut toujours des sujets d'inspiration, d'Alerte Générale de Nicolas Vidal, Alexis Poulain et Rémi de Juste Milieu, que je salue, et que j'ai eu le plaisir de recevoir tous les trois indépendamment sur cette chaîne YouTube. Alors justement, Fred,
Ça vient aussi, Nico, de la fois où il y a eu un invité qui s'était désisté au dernier moment et on a fait l'émission tous les deux. Tu te rappelles? C'était Michel Maffezoli, mais c'est pas parce qu'il s'était Ah oui, désisté, c'était ça. c'est parce Oui, qu'il c'était avait eu problème un souci technique. technique. Oui, oui, oui. Tout Et à fait. l'émission ça avait pas mal plu, Oui, en oui, fait. absolument. Absolument. Alors, pour parler, en attendant que Jean-Christophe revienne, toi, tes projets pour la suite, parce que tu étais animateur radio à Saintes, donc où en es-tu maintenant? Alors, j'ai arrêté mon contrat puisque, bon, je voulais pas continuer. Là, j'ai fait un contrat d'un an dans cette radio. Le directeur devait partir à la retraite, donc je m'étais dit qu'il y aurait peut-être des possibilités de rendre cette radio un peu plus complotiste, entre guillemets, de donner de l'information plus réelle plutôt que des propagandes achetées à Paris. On parle de Macron, du gouvernement, injection, enfin, tu vois, voilà, c'est la même chose que le mainstream national, en local. Vu que non, bon, il y aura peut-être un racheteur pour la radio, mais c'est pas encore fait. Donc pour l'instant, moi, ça m'allait très bien de finir ce contrat, d'être libre, de retrouver ma liberté. Comme je te le disais avant l'émission, j'ai un petit terrain en Dordogne. Je voulais faire soit un petit chalet totalement autonome en énergie, etc. Mais vu les coûts, etc. et vu mon porte-monnaie, bon, voilà. Donc je me dis que je vais peut-être vendre ma voiture, qui est un petit cabriolet roadster, comme je suis tout seul. Voilà, ça me va bien. Peut-être pour m'acheter un petit van, histoire de voyager un peu et d'aller voir les gens, tout simplement. Donc, et pourquoi pas, parce que ça fait un moment que tu me tannes pour que je monte ma chaîne YouTube et que voilà, et que d'autres aussi m'en parlent. Hein. Ce que j'ai pas fait encore, parce que je me disais que bon, venir parler, tu vois, dans ton émission, dans d'autres, etc. Je fais aussi pas mal sur Telegram, pas mal de vocaux dans des groupes où on parle de thématiques. La dernière fois, c'était sur Rennes le Château, par exemple, donc ça durait 5 heures. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est sympa aussi. Mais je me dis que bon, moi, ça fait quand même des années pareil, hein, mais comme beaucoup, peut-être comme Jean-Christophe aussi, enfin voilà, qu'on répète les mêmes choses par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la manipulation qu'il y a, la féminisation de l'homme aussi, il faudra en parler par rapport à tout ce qu'on met dans la flotte, dans la nourriture, etc. On met même les poissons, il n'y a plus de poissons masculins, les poissons sont tous femelles, donc il y a plein de biologistes qui travaillent là-dessus, qui en parlent, mais qu'on ne voit pas forcément dans les médias mainstream. Donc il y a un tas de soucis où on nous pollue l'esprit, forcément, mais on nous pollue notre biologie par la nourriture, par l'eau, par l'air. Enfin, je parlais des chemtrails tout à l'heure, c'est la même chose. Donc, mais tout ça, ça va avec un système qui est un système de destruction, donc satanique. C'est pour ça que j'en reviens, je parlais de messianisme tout à l'heure par rapport à l'Ukraine. J'en reviens à ça, on est dans une guerre de religion. Les gens qui nous dirigent, eux, prônent le démon, prônent Baal. On en revient à Baal. Donc, c'est cyclique. Tout à l'heure, on parlait de choses qui revenaient même au niveau politique, même les vieux qui reviennent. Enfin, c'est cyclique, de toute façon. Comme disait Jean-Christophe, moi, pour mettre une touche positive, parce que quand on dénonce un petit peu tout le temps les choses, on a l'impression qu'on est un peu pessimiste, comment on s'en sort, etc. On va s'en sortir comment en retrouvant déjà notre identité, notre culture, notre pays dans ses traditions et ses valeurs. C'est pour ça que moi, j'en reviens au Christ et à la royauté, puisque je crois que c'est même Platon et Socrate qui disaient que le meilleur système qui existe au monde était l'aristocratie, donc le système royal. Et la France a tenu pendant longtemps. Platon et Socrate parlaient de ça aussi. D'accord. Ok. Et c'est le système qui fonctionnait très bien avant la Révolution française. Système contre l'usure, donc c'est pas l'argent qui a le pouvoir. Les familles étaient tenues, étaient heureuses. Enfin, donc pour moi, il faut en revenir à ça. Le problème, c'est que les gens, quand on leur parle de ça, ils n'ont pas eu le recul psychologique pour essayer de se mettre dans une autre société que celle qu'on leur a inculquée depuis petit. Donc c'est difficile de voir ce monde-là et d'imaginer une royauté aujourd'hui, sauf l'exemple anglais, mais qui n'est pas du tout bon à prendre. Ou alors en revenir à dire « Ah oui, mais on ne va pas revenir à quelque chose du passé. » Mais non, il faut l'adapter à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être une nouvelle lignée de sang qui doit apparaître aujourd'hui plutôt que les Bourbons, etc., qu'on en parlait dans d'autres émissions. D'accord. Alors, j'invite pour tous ceux qui s'intéressent à la question de la royauté, etc., à revoir donc l'émission alors qui date du 16 mai. C'était le 16 mai, donc il y a presque un mois déjà. Je crois, à vérifier, je crois que c'était le 16 mai, oui, 2024, la fameuse table ronde dont tu es apparu, où tu as discuté, échangé avec Étienne Chouard sur le sujet. Donc, je salue Étienne, Valérie, David, etc. Déjà, je les remercie parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est parfois très difficile d'organiser des débats, surtout sur des sujets aussi, j'allais dire,
actuelle, en tout cas sur des sujets aussi explosifs, parce que on parle de démocratie matin, midi et soir, mais la réalité est tout autre. Et avant l'émission, tout à l'heure, je regardais un peu sur TikTok, parce que j'ai un compte sur TikTok aussi, donc vous pouvez vous abonner si vous voulez. Mais je suis tombé, parce qu'il y a plein de vidéos, on met tout de suite l'application et on tombe sur une vidéo. Je suis tombé sur un long extrait d'un film grandiose. C'est peut-être de Jean Gabin, un des films extraordinaires qu'il a fait, c'est Le Président de 1961. C'est un film, le fameux extrait où il est à l'Assemblée nationale en tant que président du Conseil. Il s'adresse à Monsieur Chalamon, qui est interprété par Bernard Blier. Et en fait, après, il fait la liste de tous ceux qui ont des conflits d'intérêts, en plus de leur fonction de député, un tel qui est vice-président de telle ou telle chose. Et je me suis dit, ce serait bien, bon, c'est un vœu pieux, j'allais dire, c'est de l'ordre de l'utopie, mais ce serait bien que si on avait une nouvelle majorité à l'Assemblée, une cohabitation, eh bien qu'on ait le premier ministre qui fasse comme ça. Alors, il faudrait déjà que le Premier ministre soit blanc comme neige, ce qui est impossible à l'heure actuelle, et qu'il fasse la liste. Vous voyez, tel député, alors lui, il est en conflit d'intérêt avec telle entreprise, etc. Et qu'on fasse en fait le bilan, un petit peu une forme d'audit en public, sachant que il faudrait faire ça d'ailleurs en direct sur les réseaux sociaux, parce que ça, ce serait de la vraie démocratie directe, pour le coup, parce qu'en réalité, le film de Jean Gabin, il est de 61, mais 63 ans après, rien n'a changé, mais strictement rien. Simplement, aujourd'hui, on peut voir des drapeaux étrangers au sein de l'Assemblée nationale. Et j'en discutais hier avec Jim Léveilleur et je voudrais vous poser cette question sur cette symbolique-là. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des députés ou même que l'Assemblée ait arboré, que ce soit le drapeau ukrainien, que ce soit même le drapeau européen et que ce soit également le drapeau palestinien et même le drapeau israélien, puisqu'il faut rappeler que la présidente de l'Assemblée avait aussi un pins drapeau israélien, drapeau français. Qu'est-ce que ça vous évoque, Moi, je vais te répondre court. Hein. C'est des sionistes, ils sont tous vendus, quoi. Alors, attends, on va d'abord laisser Jean-Christophe et ensuite, Fred, je te laisse la parole. Vas-y. Moi, je fais attention parce que la fois où j'ai attaqué Macron en disant que c'était un suppositoire de Rothschild, le lendemain, j'ai reçu des menaces de mort par des sionistes, justement, et j'ai été catalogué sur un site que je nommerai pas comme antisémite. Donc, je fais attention désormais avec ça, parce que je tiens à la vie. Je lance une pensée à Christophe Chalençon. Je lui avais dit à Christophe d'aller doucement et qu'on avait plus besoin de lui vivant que mort. Je ne sais pas s'il a été empoisonné ou pas. En tout cas, il est très malade aujourd'hui. Donc, attention, on s'attaque à des Christophe monstres. Chalençon, le gilet jaune? Oui, il a un cancer du D'accord. pancréas. Donc, il est. Donc, une pensée à lui parce que c'est un combattant, un vrai combattant. Sa colère l'a mené trop loin. Mais bon, j'espère qu'il va s'en sortir et qu'il reviendra parce qu'on a besoin de gens comme lui. Par rapport au drapeau, Jean-Christophe, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, quand on a décidé d'être dans la vérité, qu'on est quelque part, on retrouve un esprit chevaleresque où la parole et la vérité ont un sens profond, c'est de l'éthique, on donne sa vie. Moi, on ne fera jamais dire autre chose que ce que je peux penser, qui est de l'ordre de la vérité, pour quoi que ce soit. Est-ce que j'ai dit le contraire de ce que tu as dit? Non. Non, bien sûr. Je te dis juste que tout le monde le sait et qu'en fait, c'est dommage que des combattants qui le disent trop soient mis à l'écart. Ouais, mais il y a qu'en le disant trop que ça peut être entendu, après. Est-ce que Stéphane Blais ne nous serait pas plus utile aujourd'hui que là où il est aujourd'hui? Moi, quand je l'ai interviewé, on n'en sait rien. Je préférerais l'interviewer qu'aujourd'hui justement, Jean-Christophe, parle-nous de tes 2 chaînes YouTube, parce que j'ai mis en lien de la description pour les auditeurs ton parcours, enfin tes réseaux sociaux, etc. Parce que tu as 2 réseaux, tu as Radio Réveil TV et tu as l'autre dont j'ai plus le nom en tête, mais tu as créé Agora. notamment sur Agora, puis tu avais participé avec Nous le Peuple, parce que quand j'ai vu Nous le Peuple, j'ai pensé à Kuzmanovic tout de suite. Oui, alors figure-toi qu'on a créé, c'est pas pour fuir la réponse, je vais donner ma réponse après sur les drapeaux. Et le sionisme, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une catastrophe. Le sionisme extrémiste, on est d'accord, hein, que ces gens-là piétinent tout. Donc, le CPI, tout ça, on s'en branle, on continue à assassiner des innocents. Oui, nous, le peuple, en fait, je me suis rendu compte après avoir créé le site que c'était un mouvement qui existait déjà, nouslepeuple.net.
Donc on a essayé d'unir Dieudo, d'unir la LDF, tout le monde en fait. J'ai envoyé des mails à tout le monde et je n'ai eu que Marc Jutier qui m'a répondu, Monsieur Fontanet aussi qui m'a répondu et Patrice de la LDF. Je t'encourage d'ailleurs, Nicolas, à l'inviter parce que c'est un mec passionnant. J'ai reçu Patrice et j'ai reçu Francis Lalanne que j'ai rencontré lundi soir dans la soirée de géopolitique. Les mecs, tu leur proposes de s'unir et de venir. Nous, en fait, ce qu'on veut faire, parce qu'on continue, c'est inviter Lalanne à venir parler de son projet pour l'Europe, contre l'Europe. Et après, à la fin de l'émission, lui dire, écoute, si à la fin, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de voix, peut-être que ça serait intelligent de s'unir tous au dernier moment, comme l'a fait le CNR, hein, et de créer une réelle force plutôt que d'être chacun dans son coin. Eh bien, à part la LDF, Patrice et Marc Jutier, personne ne nous a répondu. Donc, le cancer aujourd'hui de notre société, c'est l'ego, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que le Covid a permis à toutes les individualités de se renforcer. Alors, ce qui était assez paradoxal, c'est que une partie de la population disait il faut se faire vacciner pour protéger les autres, comme si le vaccin était un acte civique. Non, c'est pas un acte civique, c'est un acte médical qui nécessite le consentement de la personne. Donc, je rappelle qu'il y a des textes qui existent, hein, il y a le serment d'Hippocrate, il y a l'article 16 du Code civil, etc. Mais quand il s'agit de prêcher pour sa paroisse, pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau médical et scientifique, de dire « Ah bah c'est moi qui étais là d'abord, c'est moi qui ai inventé ceci, donc un tel a piqué mon travail ». Alors le problème dans ces milieux-là, quel que soit le domaine d'ailleurs, c'est qu'on a beaucoup de plagiaires et d'impostures. Donc il est difficile de trier le bon grain de livret, c'est un gros problème. Et donc, c'est difficile de parler à tout le monde parce que tout le monde ne veut pas parler avec tout le monde. Et donc, le sectarisme, finalement, freine cela. Et ce n'est pas seulement au niveau politique qu'on le voit, c'est que finalement, ce qui se voit au niveau politique se voit dans la population en général. Donc, finalement, est-ce qu'on n'a pas les politiques qu'on mérite? Ça, c'est la question qui pourrait s'ouvrir. Fred. Ça, c'est la politique. Là, tu parlais, tu vois, de mettre toujours les gens en compétition. C'est ça, en fait. Ce qui a mis les gens dans l'individualisme, c'est que dans tous les secteurs de la société, par le sport, par la culture, par la recherche, tout, on a mis les gens en compétition et dès l'enfance, dès l'école. Alors que la vie d'une personne, c'est pas d'être en compétition avec l'autre pour dire moi je suis meilleur que toi. Ça, c'est de l'ego. C'est-à-dire qu'on a tellement peu de représentation dans notre incarnation en termes d'identité, qui est représentée normalement par nos valeurs, par la famille, par le clan, nos ancêtres, etc., et la terre où on est. Mais on a tellement perdu tout ça que les gens sont tellement concentrés sur leur petite personne, bon, et le pourtour, la petite famille, voilà, que les gens sont totalement perdus. Il est là le problème. Donc, on les met dans des trucs de fanatisation au niveau de la musique, d'Hollywood, des comédiens, même, etc. Donc, ils en perdent leur personnalité puisqu'ils veulent ressembler à la personne. Ça, pour moi, ça s'appelle de la magie et de la magie noire. Ce qui est la télévision, j'en ai déjà parlé, plusieurs images fractionnelles à la seconde, c'est l'hypnose déjà. Donc, c'est des rites. Tu as aussi de la fausse opposition qui, en fait, fait son beurre à balancer des infos plus horribles les unes que les autres, et ça, c'est très pervers, en fait. Et qu'est-ce que ça fait finalement? Ça fait le même résultat que les vieux qui regardent BFM toute la journée. C'est-à-dire que des gens qui seraient susceptibles de se rebeller, de rentrer dans l'action, lâchent la bagarre parce qu'ils écoutent sans arrêt des émissions, des fausses oppositions qui leur détruisent le moral. Je pense qu'en tant que journaliste, on se doit de dénoncer les choses, mais on se doit aussi de proposer des choses. En même temps, quand on regarde un petit peu les choses, j'allais dire différemment, en quelque sorte, quand je suis remonté à Paris, je suis allé à l'hôtel. Dans les hôtels, il y a des télévisions. Les télévisions sont toujours sur le même programme qui est, entre autres, BFM TV. Quand on va dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD, etc., en général, c'est sur des chaînes comme la 3 ou BFM, etc. Et certains disaient qu'on se vote. Quand on voit toujours les mêmes têtes passer à la télévision, c'est pas étonnant que dans les urnes, ça se retrouve. Et puis, moi, je connais des gens qui me disent « Ah, t'as vu un tel à la télé ?» Alors moi, je leur dis déjà que j'ai plus la télé. Et ensuite, ils me disent « Ah oui, mais quand même, cette personne-là, elle parle bien, elle est bien habillée, etc. » Je leur dis « Oui, mais c'est pas Mister France. On n'est pas un concours de Miss, c'est pas l'Eurovision.
quand on voit comment l'Eurovision est devenue, ça pose question. Il faut arrêter de voter pour des individus. Même si De Gaulle disait que c'était la rencontre d'un homme avec la nation, la présidentielle, aujourd'hui, ce sont les idées qui devraient prévaloir, quand il en reste. Et je rappelle cette phrase que j'aime beaucoup, et s'il faut la citer à chaque émission, je le ferai. Alors, je ne sais pas si c'est Roosevelt, Eleanor Roosevelt, Platon ou Socrate, parce qu'il y a plusieurs personnalités qui auraient dit cette phrase. C'est les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements, et les esprits médiocres parlent des gens. Et je ne vois que de la médiocrité, surtout en ce moment, où un tel dit « Ah, t'as vu Ciotti, t'as vu Bardella, t'as vu Glucksmann, t'as vu Ruffin ». Ils proposent quoi pour la France, ces gens-là? À part prendre un siège, se faire 7 000 € par mois sans compter les avantages, continuer à nous casser les bonbons pour être poli. Voilà, qu'est-ce qu'ils proposent? Ces gens-là, leur système, leur matrice, elle est là depuis mai 68. Est-ce que ça va mieux que depuis 15 ans, la France? La France, elle ne cesse que de baisser, et j'allais dire même l'Occident dans sa généralité. Aujourd'hui, on a des cérémonies, Fred, tu es bien placé pour le savoir, tu as bossé à Canal+, entre le Festival de Cannes, l'Eurovision, etc., c'est même écœurant de regarder ça, parce qu'il n'y a plus d'intérêt, c'est plus le talent qui est récompensé, c'est plus la créativité, c'est le genre, l'orientation sexuelle, l'idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on va, et comment dire, certains vous le diront, aujourd'hui, pour un projet cinématographique, Laurent Firod le disait chez Mike, il disait aujourd'hui, si on veut proposer un projet de film, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'inclusion, est-ce qu'il y a suffisamment de telle ou telle orientation sexuelle, etc. C'est plus ce que disait Gabin, qui disait qu'est-ce que c'est qu'un bon film? Une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Ça n'existe plus, ça. Je te rappelle, Nicolas, que c'est quand même les anglo-saxons qui nous ont piqué tout l'art du cinéma. Hein, que ce soit de la photographie, après, voilà, ça a quand même été inventé en France, et c'est eux, avec leur procédé, parce que ça vient encore une fois des études militaires, comment on formate, par exemple, en une journée, tu mets plusieurs couleurs, plusieurs mots en répétition sur des endroits très ciblés que la personne va voir, va retrouver. Il y a même eu des films faits là-dessus. Tu vas influencer la personne pour, au bout du compte, tu lui donnes 4 couleurs, la couleur que tu auras mis toute la journée, forcément, elle va prendre celle-là. Donc, ça s'appelle de la manipulation mentale, ça s'appelle de l'influence, de la géo-ingénierie, c'est la base du marketing et de la publicité. Donc, forcément que ça impacte inconsciemment les gens. C'est pour ça que même tous ceux qui se sont fait injecter pour le Covid, c'est tellement, on a tellement même fait des films là-dessus, des séries, pour habituer les gens, et à partir du moment où les gens le voient à l'image, pour eux, c'est dans leur inconscient, c'est la vérité. Donc, on peut pas leur en vouloir, mais par contre, au bout d'un moment, il faut se remettre en question, parce que moi, la télé, je la regarde, alors forcément, j'ai travaillé dedans, ça fait 20 ans que je la regarde avec un autre regard, et je regarde les infos, je regarde certaines émissions pour voir comment, tu vois, quel cycle de manipulation ils utilisent pour justement manipuler les enfants. En politique, par exemple, Bardella, il a utilisé vachement les réseaux sociaux, X, TikTok et Instagram auprès des jeunes, et il s'est fait une image, mais il a dépassé Macron. Oui, et en même on temps, l'image et les réseaux sociaux, encore plus sur les jeunes qui sont encore plus, tu vois, ils sont encore plus réactifs. Mais Mélenchon a fait un peu la même chose avec l'histoire des hologrammes, etc. Et en fait, aujourd'hui, on comprend que la politique est essentiellement un alliage de communication, de réseaux sociaux, de médias. Mais nos politiciens, avant les réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a environ 20 ans, comment faisaient-ils? Ils passaient par la presse. Parce qu'il faut rappeler quand même que les médias alternatifs et indépendants ne sont pas encore majoritaires, mais ils prennent de plus en plus de place quand même dans l'opinion des gens et dans l'information et la réinformation. Moi, c'est un phénomène que j'ai vu avec le Covid depuis 2020. Il y a même eu les gilets jaunes où ça a commencé déjà. Mais j'ai jamais vu autant de médias indépendants que depuis ces 2-3 dernières années. Et je vois surtout que aujourd'hui, les gens ont de moins en moins la télévision, parce qu'ils en ont ras-le-bol déjà qu'on leur dise ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent faire ceci ou cela, mais surtout parce qu'il y a l'histoire de la redevance et le fait que la télévision est une forme d'hypnose. L'avantage ce soir, c'est que les presque 600 personnes qui nous suivent en direct, un grand merci d'être là. Ils ont le choix soit de changer de chaîne, j'allais dire, de quitter l'émission et d'aller voir sur un autre direct qui se fait en même temps. En fait, ils ont une forme de télécommande, mais
beaucoup plus active, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passifs comme quand ils regardent un écran de télé. Là, ils peuvent réagir en direct et à mon humble niveau, j'essaye de partager le ressenti. Pour moi, c'est une forme de démocratie directe médiatique, si je puis dire. Et c'est pour ça que, pour moi, ce n'est pas du journalisme ce qu'on fait, c'est plus que ça. C'est du journalisme participatif. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui fait aussi son média et c'est une forme à la fois aussi d'éducation populaire, sans être encore une fois dans la prétention. Voilà, il y a une démarche de prise de conscience collective. Voilà, on s'aide les uns les autres. Et toi, tu vois, Nico, dans les médias mainstream, moi je te coupe, mais ils se servent de ça par le côté téléphonie, où ça leur apporte de l'argent, mais en essayant d'impliquer les gens à voter, tu vois, dans des émissions pour un tel, donc toujours le côté fanatique. Hein. Donc on se perd soi-même. C'est comme l'idéologie politique. On prend un groupe, on perd sa propre personnalité, on pense une idéologie du groupe. Tu vois, c'est les mêmes procédés quelque part psychologiquement. Donc c'est en ça ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut en revenir à la discussion, comme on disait avec Jean-Christophe, comme tu disais aussi, Nico, et à l'échange, même au débat quand on n'est pas d'accord, mais de savoir déjà soi-même se poser pour écouter l'autre, réfléchir à ce qui a été dit et pas penser déjà à ce qu'on va dire sans écouter l'autre, parce que sinon la conversation n'a plus de fil. Donc retrouver déjà, et on en revient au respect, à l'éthique, à nos traditions françaises, tu vois, parce que c'est nos traditions françaises, ça. Ben oui, ben oui. Donc, c'est ça qu'on a à réinculquer, alors, aux gens aujourd'hui, aux parents, aux jeunes générations, qu'on a à échanger aussi, et à dire si le public est d'accord avec ça, mais je pense que tout bon français sera d'accord avec ça, même, c'est pas une question d'être français, c'est une question d'être humain, tout simplement, quoi. Mais en tout cas, c'est nos valeurs à nous. Donc, moi, je me battrai toute ma vie pour qu'on retrouve les valeurs de la France qu'ont connues tous mes ancêtres. Tout simplement, parce que c'est pour moi la continuité filiale de l'expérience de notre vie et de notre incarnation sur Terre. Si... Tu parlais tout à l'heure de se sacrifier, et j'ai bien entendu, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à il y a peu, en fait. Hein. Et c'est vrai que l'histoire de Christophe Chalencon m'a un peu secoué quand même, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est philosophique, c'est philosophique ce que tu dis là, c'est ultra important. Les gamins de 16 ans en 40, ils se sont sacrifiés. Bien sûr. Nos ancêtres se sont sacrifiés. Aujourd'hui, c'est ça qui manque aux gens, tu vois, c'est qu'ils sont dans leur individualisme, comme disait Nicolas. Oui, Frédéric, mais s'il y avait 20 millions de personnes qui disaient ce que tu dis, ce que j'ai eu dit haut et fort, ça serait un sacrifice bénéfique. Mais si tu as 3 pèlerins qui le disent, ces 3 pèlerins, ils vont mal finir. Bah, c'est là où je mettais une parenthèse sur ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, parce que pour moi, une fois leur mort ou leur disparition, si tu veux, il reste quand même une image d'eux qui rappelle ce qu'ils sont capables de faire. Et Claire Sévrac, c'est la même chose. Enfin, ouais, mais demande à leurs enfants ce qu'ils en pensent. Tu vois, parce que le truc sacrificiel, c'est là, si on peut parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est moi j'adore Jésus, tu vois, même Marie, Jésus, vraiment, le maître Jésus pour moi c'est essentiel, même si j'ai d'autres maîtres que j'écoute et que je lis. Mais le côté sacrificiel, le côté, ça c'est l'Église. Et je pense que l'Église a été fabriquée par les pharisiens pour contrer le fait que tout le monde se mettait à suivre Jésus. Parce que Jésus n'a jamais dit d'aller tuer des Amérindiens au nom du Christ. Ah, mais c'est pas ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est celui qu'il a fait lui-même pour le monde et pour tous les peuples. De quoi ? Le symbole du sacrifice, je suis d'accord avec toi hein, pour le côté des pharisiens, etc., et de la catholique romaine, germanique, etc. Je me pose des questions avec Mohammed aussi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'islam rend bien service à plein de gens. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais donc, est-ce que tout ça n'a pas été fabriqué pour contrer le christianisme, justement ? Parce que le christianisme, c'est imparable. C'est marrant, Jean-Christophe, que tu parles de ça. Moi, j'ai fait un vocal il y a 4 jours et en plus, il y avait des gens de partout hein, qui vivaient au Maroc, qui vivaient aussi un peu partout, qui étaient de confession musulmane, mais qui avaient très bonne connaissance de la France, de l'histoire de la France, etc. Donc, c'était hyper passionnant. Et on en revenait à dire ça, justement, que les scribes de l'époque, pour contrer l'avènement du christianisme par la Rome, de toute façon, parce qu'il y avait besoin de l'émancipation de Rome pour que le christianisme puisse aussi s'étendre, ça faisait partie des choses. Alors, on parlait déjà de Marie-Madeleine et d'une vision assez, comment je peux dire ça ? Bon, enfin, je ne vais pas m'éparpiller dans le sujet. Mais pour moi, pardon, je te coupe, mais pour moi,
mais je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment un truc qui résonne en moi depuis que je suis tout petit. Cette phrase, sur cette pierre, tu construiras mon église. Pour moi, la pierre, ce n'est pas une église, c'est la terre, notre église. Il n'y a pas besoin d'église, il n'y a pas besoin de gens, d'esclaves qui vont se tuer pour fabriquer des monuments fantastiques. Merci à eux, putain, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas besoin de ça pour prier. C'est la terre, notre église. Ben, il n'y avait pas besoin de ça, et en même C'est temps, là où chaque c'est là. clocher était le repère. Cette phrase, elle est imparable. Si on veut bien la comprendre dans le sens que je ne dis pas que j'ai la vérité, mais penchons-nous là-dessus. La terre est notre église, à tous, musulmans, chrétiens. De toute façon, quand il parlait d'Israël, il parlait de la terre, hein, il parlait pas, il parlait de tous les peuples du monde. Oui, mais il a pas Après, dit c'est encore une fois les pharisiens, etc., qui ont manipulé les écrits. Ah, mais je pense. Pour revenir à ce que disait l'histoire de Mohammed, parce que je n'ai pas répondu, pour moi, déjà, quand tu compares dans l'islam, Jésus est comme un prophète, c'est pas fils de Dieu. Quand tu compares la vie de Jésus et la vie de Mohammed, qui aimait les jeunes filles, qui aimait tout ça, en termes d'éthique, tu vois, et c'est la discussion qu'on avait justement avec des personnes de confession musulmane la dernière fois, qui était très ouverte, hein, où on pouvait échanger sur le Christ, sur sa propre fille. Oui, sa propre fille, et même des enfants, enfin bon, voilà. Donc, pour moi, ça a été écrit par les scribes de l'époque aussi, pour, comme tu le disais, c'est un peu ma vision des choses. Après, on peut revenir au côté visigoth, qui est d'autres visions, même plus gnostiques, qui parlent de Marie-Madeleine, de la descendance du Christ par rapport à la France, et pourquoi la France a été ensuite fille aînée de l'Église, etc., le retour des apôtres, enfin bon. Il y a plein de théories là-dessus, mais c'est passionnant. Mais moi, j'écoute tout le monde, hein, tu vois, même les personnes qui pensent tout à fait autrement que moi. Même les républicains. Mais je pense que la France a un rôle dans le monde et que justement, c'est en train de revenir. Et que c'est en chacun de nous que ça se passe, comme tu dis, parce que l'esprit christique, c'est pas le Christ qui va réapparaître devant tout le monde, il va apparaître dans le cœur de chacun. Exact. Et la vérité, elle est là. Donc, c'est pas le dogme religieux où je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Christophe. Pour moi, la France j'ai un grand respect pour les avec la nouvelle chrétienté, en fait, sans le dogme pour les musulmans, hein. Attention. Oui, moi aussi, pour l'humanité d'ailleurs. Alors, messieurs, je voudrais vous proposer, même si c'est plus vraiment le sujet, de revenir sur le côté, parce que c'est un petit peu le sujet aussi de cette émission de ce soir, sur l'actualité politique assez intense dans le pays, parce que même si on pense que tout est fait d'avance, etc., bien sûr, ça divertit le peuple jusqu'aux Jeux Olympiques et tout ce qui va avec. Et je voudrais vous partager un moment d'humour, parce que c'est aussi le principe, on va dire, d'être en roue libre, c'est aussi de pouvoir un petit peu déconner. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, Frédéric, m'a inspiré un sketch de Jean Amadou du 15 mai 1977, autrement dit, c'était hier pour les plus jeunes. Alors, je vais faire un partage d'écran parce que c'est très d'actualité en plus. Et alors, le sketch dure 10 minutes, donc je ne vais pas passer, je pense, les 10 minutes. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Magnifique. Ton micro, Nico, il est coupé. Je vais arrêter avant la fin parce que certains ont des soucis d'écran noir, ça a bugué chez beaucoup de gens. Alors peut-être pour des questions de droit d'auteur, donc j'espère que la vidéo ne va pas être impactée par ça. Mais voilà, je voulais vous partager ce sketch qui fait 10 minutes. Donc j'ai mis le lien en description, dans le chat. Mais voilà, en fait, on a tout là. Certains connaissaient déjà, d'autres moins. Mais Jean Amadou présente exactement l'art de parler pour ne rien dire. Moi, il me fait beaucoup penser à Chirac là, quand il présente les choses, parce que Chirac est un peu comme ça. Mes chers compatriotes, je vous ai entendu, machin. Et puis en plus, Chirac, pour faire une phrase, il mettait 3 heures. Ça, c'était vraiment long. Voilà. Chirac, c'était un pro. Comment ? Chirac, c'était un pro pour ça. Mais tu regardes Mitterrand, Balladur, ça, c'était pareil. Hein. Ils avaient Alors Chirac, il appuyait beaucoup les lettres, voilà, mais chacun avait ses mimiques, ses trucs. Mais tu regardes les discours d'aujourd'hui ou les oppositions d'aujourd'hui. Ce qui est bien d'avoir fait montrer ça aux gens, je connaissais moi cette vidéo-là, c'est que quand ils vont regarder les politiques maintenant, ils vont se rappeler de ça. Tu vois, c'est là où l'image a un côté positif aussi. C'est que même les gens qui le savaient, ça va s'imprimer, ils vont se dire, mais oui, regarde. C'est la même chose parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est tout le temps les mêmes schémas. C'est là où, au bout d'un moment, aujourd'hui, les gens se rendent compte. Parce qu'au bout d'un moment, au bout de 30 ou 40 ans, tu vois, c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent.
Ça a des limites, quoi. Les concepts ne viennent pas comme ça dans je rebondis sur ce que dit Frédéric, un autre Frédéric, parce qu'il dit que le stream a été suspendu pour violation des politiques. Donc voilà, apparemment, ça n'a pas plu à YouTube. Donc j'ai mis le lien en description. Donc c'est Jean Amadou, les techniques de manipulation politique pensées pour les législatives à venir, parce qu'en plus c'était pour les législatives de 78. Donc voilà, 46 ans plus tard, rien n'a changé, on peut le dire. Voilà, donc… pour rebondir, si tu veux, Vas-y. Pour rebondir sur ce qu'il disait, Nicolas, il faut comprendre que de toute façon, les politiques, quand ils sont sur un plateau, normalement, leur cabinet ou leur bureau, leur secrétariat reçoit toutes les questions que va leur poser le journaliste. Et alors, toutes les structures, Matignon, Élysée, ministère, hein, c'est encore pire. Donc, ils ne connaissent pas forcément leur sujet. Ils ont des sujets qu'ils vont apprendre, qui vont être travaillés par leurs assistants, etc. Les discours qu'ils ont, en général, c'est des personnes qu'on appelle des nègres qui les écrivent, c'est pas eux-mêmes. Donc, si tu regardes le potentiel, ce que ça fait les politiques à la base, à part être comédiens sur scène, c'est tout ce qu'ils font. Mais c'est même pas des comédiens auteurs, c'est des interprètes juste, tu vois, qui lisent plus ou moins bien ou mal d'ailleurs, mais qui lisent des textes qu'on leur écrit, quoi. Jean-Christophe, tu veux rebondir sur ce qu'on a vu là? Ah ben, écoute, il nous manque les Desproges, les Coluche, les Amadou, les Bernard Blier, enfin, tous ces gens, quoi. On t'entend pas beaucoup, parle plus fort. Ah, on m'entend pas beaucoup? C'est les oiseaux qui cachent ta voix. Ah, j'ai des problèmes de batterie, j'en ai plus beaucoup. On a bientôt fini. Tu sais, en tant qu'acteur, parce que c'est quand même un métier que j'aime toujours, et on a quand même des facultés à la sémiologie, quoi, à voir ce qui se passe, et ils sont vraiment tous très très mauvais. Donc c'est des mauvais acteurs. Donc forcément, comme c'est des mauvais acteurs, ils ont besoin de techniques pour faire passer le fait qu'ils soient de mauvais acteurs. Et ces techniques-là existent effectivement. Je peux te parler pendant 10 minutes sans rien te dire là. Tu vois, comment il s'appelle il y a un gars qui est très très fort pour ça là. C'est un copain d'Étienne, je crois, Étienne Chouard. Les mots, je sais plus quoi là. Enfin bref, le mec il parle des demi-heures entières sans rien dire en fait. Le problème, c'est qu'ils sont bien payés, trop bien payés pour ça, et notamment ceux qui vont arriver au Parlement européen, qui, je le disais dans le livre, notamment de Jean-Louis Zambert, j'ai cité un passage dans l'émission que j'ai fait avec lui récemment, plus jusqu'à 20 000 euros par mois en moyenne, avantages tout compris, etc. Donc on voit que la place est bonne aussi, hein. Là, en ce moment, beaucoup ont peur pour leur siège, parce qu'ils se rendent compte que ça fait à peine 2 ans qu'ils sont en poste, et déjà, il faut remettre le mandat en jeu. Donc là, pour le coup, c'est un bon coup de Trafalgar qu'a fait Macron. Je dirais même pas fin stratège, je dirais plutôt du côté un peu Machiavel, mais certains disaient même c'est un peu comme un enfant gâté qui jette ses jouets parce qu'il en veut plus. Et c'est pour ça qu'il arrive à unir même ceux de son parti contre lui, parce que forcément, si les motions de censure ne sont pas passées une vingtaine de fois, c'est entre autres parce que personne ne voulait perdre sa place, et on voit bien que les idées et les Français passent bien après. Sauf que là, en ce moment, forcément, le racolage va être maximal. Donc voilà. On va faire le mot de la fin, Jean-Christophe. Où sont nos députés? Alors, nos députés, il y a des gens qui sont passés sur l'île d'Epstein qui votent ce qu'on leur dit de voter, parce que sinon, on sort des vidéos. Mais en France, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, il y a des ronds-points qui se fabriquent en France, et on touche une petite commission. Et puis, si jamais on ne vote pas comme on doit voter, on sort ça dans le canard enchaîné. Merci le canard. Voilà. Donc, ils sont tenus par les couilles, et nous, on pense élire des représentants. Eh bien, non. Alors, Fred, pour le mot de la fin. Le mot de la fin, écoute, ce qui se passe de toute façon en ce moment, ça va rien changer à la politique qu'on connaît, hein. C'est fait pour aller de toute façon de pire en pire, pour détruire la France. Donc ça, c'est le plan. Faut pas être pessimiste pour autant, parce que c'est le plan qu'ils ont mis en place. Ils l'accélèrent, puisque la vie s'accélère et les pousse au cul, comme dirait l'autre. En effet, ils sont un petit peu, tu vois, comme quelqu'un qui va se noyer à sortir la tête comme ça, parce que le temps joue contre eux. Ouais.
Parce que, comme je te dis, je pense que les populations mondiales se réveillent, ce qui se passe dans le monde avec les BRICS, etc. En effet, ça remet tous les équilibres en place. On en reparlera peut-être plus tard, mais je pense que la Russie a un grand rôle à jouer avec la France, et elle l'a toujours eu. Parce que la Grande Russie, qui est à l'est de l'Europe, et la France, qui est l'hexagone à l'ouest, que ça soit en géométrie sacrée ou que ça soit même biblique, enfin, etc., c'est ça qui va faire l'équilibre du monde. Il faut que la France retrouve son éthique, son identité pour que le monde retrouve son équilibre. Voilà. Très bien. Pour ma part, le mot de la fin, ce sera le fait d'être vigilant, éteignez les télés, allumez les cerveaux. Je pense que ce sera la meilleure des choses à faire. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, de rester focus, pas seulement sur ce qui se passe politiquement, parce qu'on sait que c'est du spectacle, mais surtout sur ce qui peut se passer en dehors, c'est-à-dire tout ce qui peut être voté. Là, on voit qu'il y a une grippe H5N1, une grippe aviaire. J'avais noté d'ailleurs qu'il y avait même des injections qui avaient été commandées, jusqu'à 40 millions de doses, dont 660 000 qui étaient en pré-préparation. Donc, vigilance constante, comme dirait l'autre, c'est-à-dire de bien se méfier, parce que forcément, il y a de ce côté-là, cet été, déjà, on arrive droit devant cette Titanic là qui nous attend. Ça va être un mur, mais à une échelle qu'on n'imagine pas, parce que on a les législatives juste avant l'ouverture des JO. On a failli avoir un problème avec le château de Versailles ces derniers jours, avec le toit qui a commencé à brûler. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas un Notre-Dame version 2024. Voilà, donc restons focus, restons soudés. Surtout, le mot de la fin, ce sera ça, c'est surtout mettons les égos de côté et pensons à l'intérêt général. Oui, Jean-Christophe. Une phrase de Daniel Ponce qui dit « Lorsque le dernier des naïfs mourra, l'équilibre de notre planète ne sera plus assuré. » Et je trouve qu'il y a de plus en plus de naïfs, comme toi, comme moi, comme vous, Frédéric, Nicolas. Et donc, pour moi, nous sommes sauvés, même si ça prendra du temps. Parce que ces naïfs qui ont compris sont des porteurs de joie, d'espérance. Et ça, c'est plus fort que la détresse dans laquelle on cherche à nous mettre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci à vous deux, Jean-Christophe, Frédéric. Merci Nicolas. Merci à tous ceux merci à tous ceux qui ont été là ce soir dans le chat. Vous étiez jusqu'à presque plus de 600 à un moment donné, tout réseau confondu. Alors la vidéo que j'ai passée de Jean Amadou, j'espère qu'elle ne va pas casser l'émission. De toute façon, je la téléchargerai et je la reposterai si elle subit les mêmes désagréments que celle avec Sylvie et Charles. En tout cas, merci d'avoir été nombreux pour ce premier épisode en roue libre, qui a été, on va dire, bon enfant, et on ne s'est pas non plus déchargé. Voilà, on a essayé on est resté assez soft, je le reconnais. C'était la première, c'est pour ça. Voilà. Je vais faire un sondage dans la communauté pour savoir si l'émission vous a plu et si vous êtes intéressé pour faire un épisode 2. Voilà. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine, donc mardi prochain, avec Philippe Loncardassac, le 18 juin à 19h, pour parler du général de Gaulle et du fameux 18 juin. Voilà, bonne soirée à tous. Moi, je veux bien ta vidéo, tu me l'envoies, que je la télécharge. Et si tu es d'accord avec ton nom et tout ça, je la mettrai sur mon réseau pour qu'elle soit avec partagée. plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bonsoir à tous.